les deux pneumologues allergologues, donc il faut savoir que l'allergologie en Belgique n'est pas spécifiquement reconnue malheureusement par le gouvernement, donc ni au niveau des prises en charge diagnostiques ni thérapeutiques, donc c'est surtout principalement des pneumologues, des pédiatres, des dermatologues ou des ORL qui vont pouvoir faire de l'allergologie. Au niveau de l'accès de la profession, c'est pour ça que ne vous étonnez pas qu'on est pneumologue et qu'on parle d'allergie alimentaire. Ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais on a toutes les deux été formés en France et à l'ULB pour la prise en charge de toutes ces pathologies. On va parler d'abord de généralité, de fréquence. Les allergies alimentaires, comment sont-elles présentes dans notre population et les autres populations? La présentation clinique, ça veut dire qu'est-ce que nous, comme médecins ou comme patients, on peut voir ou subir comme symptômes. Comment est-ce qu'on va nous les mettre au point en allergologie? On va vous donner quelques exemples. Alors on ne peut pas tout tracer, parce qu'on peut être allergique à tout, donc c'est un peu compliqué de vous présenter toutes les allergies alimentaires. On nous a demandé de parler un tout petit peu d'allergie alimentaire de l'enfant, mais on précise bien qu'on n'est pas pédiatre aucune des deux, d'accord? Et finalement, quelle prise en charge ou quel traitement est-ce qu'on peut proposer pour ces allergies alimentaires? Et puis on vous parlera de tout ce qu'on pense être de l'allergie et qui potentiellement n'en est pas. Quelques petits cas cliniques, et puis on verra un peu où on en est au niveau post-quiz. Donc, quelques généralités. D'abord, pour les maladies allergiques. Il faut savoir que les maladies allergiques, de manière générale, elles sont en augmentation constante. Donc, comme l'a dit Monsieur Lejeune, c'est effectivement un énorme problème de santé publique. Au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, c'est une des 4e maladies. D'accord. Actuellement, dans les chiffres qu'on a au niveau européen, je parle des maladies allergiques générales, pas que des allergies alimentaires, ça touche 20 à 30% de la population. On frise plutôt autour des 30% de la population générale. Et le ACI, dont on parlera tout à l'heure, qui est l'école européenne d'allergologie, en fait reconnue mondialement, parle de 35 à 40% en 2030. Le problème qu'on a en fait au niveau de notre prise en charge, c'est que le syndrome des allergies multiples est en augmentation. Donc on a de plus en plus d'enfants qui ont des problèmes respiratoires, qui vont avoir des problèmes de peau comme de l'eczéma, qui vont avoir des problèmes d'allergie alimentaire, avec ce qu'on appelle la marche atopique. Donc vous avez ici, en fait c'est ce qu'on explique ici, c'est qu'en fait l'enfant va d'abord présenter par exemple des symptômes gastro-intestinaux quand il est tout petit, et puis il va présenter des symptômes cutanés, et puis il va peut-être développer, par exemple, à l'âge de l'école primaire, un peu d'asthme, de l'asthme à l'effort, etc. Et puis on va le retrouver à la fin de l'adolescence avec de la rhinite, peut-être toujours de l'asthme, parfois toujours de l'eczéma. Donc on a vraiment une évolution de la maladie allergique. On explique toujours aux patients qu'on n'est pas avec une allergie définie. En fait, l'allergie, ça évolue tout le temps, ça évolue au niveau individuel, l'allergie à quelque chose, et la maladie allergique que vous présentez, elle peut évoluer. Clairement, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose. On n'est malheureusement pas très soutenu pour le moment au niveau dynamique qui fait, je pense, ce qu'elle peut avec les budgets qu'on a actuellement. Mais le souci, c'est que c'est un gros retentissement à la fois au niveau scolaire, social, familial et économique. D'accord? Et que c'est pas rien d'être allergique. Parce qu'un enfant allergique alimentaire, avec une vraie allergie alimentaire, on parlera tout à l'heure par exemple de l'arachide ou de la noisette, que ce soit pour l'enfant, pour les parents ou pour les instituteurs autour, c'est compliqué. C'est une prise en charge, c'est des enfants qui parfois les parents n'osent pas les mettre à l'école. Au niveau économique, c'est compliqué, par exemple les allergies. On a des patients qui sont malades de leur allergie, qui vont essayer d'aller travailler, et puis on va dire que c'est ce qu'on appelle le présentéisme, c'est-à-dire que vous avez un patient qui par exemple est en pleine crise de rhinite ou d'asthme et qui va être au travail, mais en fait qui n'est pas vraiment là. Et malheureusement, on n'a pas toujours de possibilité de traiter. Au niveau des causes, clairement, je vais vous montrer tout à l'heure dans la dia suivante qu'on a un rôle au niveau de l'hérédité. Ça veut dire que la famille, en tout cas vos origines familiales, joue un rôle potentiellement, et de l'environnement. Alors la petite photo que je vous ai mise, c'est pas une photo, c'est pas une blague, c'est une photo qui sort d'un article scientifique, en fait de Madame Erika von Mutius, qui est une prof allemande, qui a étudié en fait des bébés qui ont été éduqués dans des fermes, d'accord, et puis des bébés qui ont été éduqués dans un milieu beaucoup plus aseptisé. Et ce qu'on se rend compte, et l'hypothèse la plus probable pour expliquer cette augmentation d'allergie, en fait, globale et alimentaire d'ailleurs, c'est que le fait que le système immunitaire, donc notre système de défense, soit de plus en plus protégé, puisqu'on est vacciné, parce qu'on met du désinfectant partout, encore plus après le Covid, parce qu'on donne beaucoup, peut-être trop d'antibiotiques, finalement, le système immunitaire, à la place de se défendre contre les bactéries et les virus qui arrivent de l'extérieur, il va se défendre contre lui-même ou contre des choses qu'il est censé tolérer. D'accord, c'est l'hypothèse la plus probable en tout cas, puisqu'on a vu notamment chez cette étude, chez des enfants qui ont été nés dans des fermes ou pas, notamment aussi chez les populations amish. Les amish, c'est les Américains qui vivent comme dans la petite maison de la prairie. Ils ont beaucoup moins d'allergies que par exemple les Américains au centre de New York. D'accord, donc c'est une des hypothèses. Pourquoi? Parce qu'ils vivent encore effectivement avec leurs vaches en dessous du salon. Donc ça, c'était pour vous prouver qu'au niveau de l'hérédité, clairement, si vous avez un parent allergique,
vous avez 20 à 40% de risque d'être aussi allergique, d'accord? Si vous avez 2 parents allergiques, vous augmentez votre risque. Et alors, si vous avez 2 parents avec la même pathologie, par exemple 2 parents asthmatiques allergiques, vous augmentez encore plus, bingo, le risque de faire de l'asthme ou de allergique potentielle. Donc, c'est vraiment quelque chose. C'est vrai qu'en allergologie, c'est toujours amusant parce qu'en fait, on va vraiment dans la vie des patients. Quand c'est pas la maison dont on parle, c'est du travail ou c'est de la famille. Enfin, c'est pas quand on nous dit, je ne vois plus mes parents, ok, mais d'accord, mais est-ce qu'ils étaient allergiques ou pas? Parce que en fait, ça a vraiment de l'impact pour vous par rapport à votre pathologie. Je vais essayer de vous expliquer un peu d'immunologie parce que sinon, on n'y arrivera pas. Donc, l'immunologie, c'est l'étude du système de défense, ok. On parle, nous, d'allergie. C'est pour ça que Maud vous parlera tout à l'heure des différents diagnostics différentiels, ça veut dire ce qu'on pense être de l'allergie mais qui n'en est pas. C'est vraiment une forme d'hypersensibilité, donc d'hyperréaction en fait, du système immunitaire, soit de type 1, comme vous avez ici à gauche, c'est celle dont on va le plus parler avec les fameuses IgE, qui sont les anticorps de l'allergie immédiate, soit plutôt retardée avec des mécanismes beaucoup plus complexes qui vont donner plutôt des pathologies inflammatoires avec des symptômes plutôt digestifs et autres. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle une allergie vraiment à proprement parler. D'accord ? On verra tout à l'heure que, par exemple, le lactose, ce n'est pas une allergie. On vous expliquera pourquoi. L'allergène, c'est l'antigène, d'accord, qui va se fixer sur les IgE et qui va déclencher la réaction allergique. Essayez vraiment de vous mettre ça dans la tête parce que c'est quelque chose qui va revenir tout le temps dans le reste de l'exposé. Donc, allergie, c'est le mécanisme, et allergène, c'est la protéine qui va donner la réaction allergique. D'accord ? Le souci, c'est que les allergies, elles peuvent être multiples. Donc, on peut avoir des atteintes cutanées, respiratoires, digestives, alimentaires, un peu de tout. Donc, je vous rappelle ce qui se passe et on parlera de retardé, mais au niveau des mécanismes, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup moins clair et de toute façon beaucoup plus difficile à bilanter en allergologie. On parle par exemple d'allergie alimentaire immédiate. C'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité de type 1. Donc, on est en fait dans... Qu'est-ce qui se passe ? Retenez que ces anticorps, c'est les IgE, d'accord ? Ils sont super importants. Ils sont fixés ici, vous les voyez en plus petit, sur les cellules de l'allergie, que sont notamment les mastocytes, les basophiles, qu'on va retrouver partout dans l'organisme. On va les retrouver au niveau des muqueuses, donc dans le nez, dans le tube digestif, dans les voies respiratoires. Qu'est-ce qui se passe ? Vous ingérez, si on parle d'allergie alimentaire, un allergène, donc vous vous souvenez que c'est l'antigène qui déclenche la réaction allergique. Vous allez fabriquer des anticorps qu'on appelle des IgE, qui sont les anticorps de l'allergie immédiate, qui vont venir se fixer sur vos cellules de l'allergie, qu'on a tous, d'accord ? Là, ça y est, vos cellules, elles sont prêtes, c'est les petites sentinelles, elles sont prêtes à déclencher la réaction allergique. Bardaf, vous êtes de nouveau en contact avec le même allergène, que ce soit par voie alimentaire, donc vous l'avez mangé, ou par voie respiratoire, et là, vous déclenchez ce qu'on appelle la réaction allergique de type 1. Donc ça peut donner par exemple une rhinite, ça peut donner une crise d'asthme, par exemple si vous êtes exposé à un allergène que vous connaissez, et ça peut donner malheureusement des réactions d'allergie alimentaire. Quand on parle d'allergie alimentaire, puisque c'est le sujet, si on doit vous parler d'allergie, toute allergie, on en a pour 2 jours, je pense. Les allergies alimentaires, c'est quoi ? C'est les manifestations cliniques qui sont liées au fait que vous mangez un allergène, d'accord ? Alimentaire, alors en vocabulaire on l'appelle trophallergène, mais ça vous n'êtes pas obligé de retenir, et qui implique un mécanisme immunologique. On a vu tout à l'heure, on va principalement se centrer aujourd'hui, en tout cas dans ce qui est classique, sur les allergies de type 1, mais vous avez vu sur la dia avec les petits carrés, là, qu'il y a aussi d'autres mécanismes beaucoup plus complexes qui donnent des pathologies plus sévères. L'allergie alimentaire, il faut savoir que c'est dû à des protéines et des glycoprotéines. Donc par exemple, un sucre seul ou une graisse seule, elle ne peut pas déclencher de réaction allergique, d'accord ? Et donc ce qui se passe, c'est qu'au niveau alimentaire, dans une allergie alimentaire, normalement, l'allergène va être absorbé. Alors habituellement, dans un mécanisme normal, si vous n'êtes pas allergique à quelque chose, très tôt dans l'enfance, vous avez une absorption de l'allergène. Ça, c'est les petits doigts, là, c'est les doigts que vous avez au niveau de votre intestin, d'accord ? Puisqu'on sait que la surface de l'intestin, c'est des millions de villosités qui font que c'est une surface énorme. Normalement, l'allergène est absorbé dans un système qui fonctionne bien, va stimuler le système immunitaire pour qu'on apprenne à le tolérer, grâce notamment à des bactéries aussi et à pas mal de choses. Donc, en fait, normalement, on est censé tolérer les aliments, d'accord ? Grâce notamment à votre bouche, à votre tube digestif, à certains anticorps autres qui vont être des anticorps de la tolérance qu'on va retrouver aussi au niveau de la muqueuse, et aussi la flore bactérienne qui joue aussi un rôle. Donc, prendre des antibiotiques à tout va pour les allergies, c'est pas bon non plus, d'accord ? C'est vraiment aussi probablement un des facteurs, et le fait qu'on a injecté pendant des années aux femmes systématiquement une dose d'amoxicilline, donc de pénicilline quand elles accouchaient, on a probablement aussi induit certaines choses. Donc l'allergie alimentaire, elle est vraiment liée à un déséquilibre entre la tolérance dans le mécanisme de tolérance. Donc normalement, on est censé supporter, et en fait, on ne supporte plus.
J'en parle un petit peu pour le moment, comme ça vous savez de quoi on parle quand je parle de vraies allergies alimentaires. On confond beaucoup. Alors nous, en ergologie, ce qui est amusant, c'est que je pense qu'on passe plus de temps à dire aux patients qu'ils ne sont pas allergiques qu'ils sont allergiques. Donc on a plus de gens qui traversent notre porte avec étant persuadés qu'ils sont allergiques, à qui on finit par dire au bout de bilan, vous verrez comment on procède, qu'ils ne sont pas allergiques. Alors la réaction la plus classique, c'est l'intoxication. On est allé manger des moules chez mamie le dimanche, d'accord ? Le lundi soir, on a des plaques d'urticaire, on est sûr qu'on est allergique aux moules. Ça, c'est plutôt une intoxication alimentaire. En plus, il y en a d'autres qui ont été malades, que tout le monde a eu des nausées. Ce n'est pas une allergie, même si ça a donné des plaques, même si ça a donné des gonflements, même si ça a donné des vomissements. On discutera tout à l'heure de tout ce qui est problème avec l'histamine et les sulfites et les conservateurs, qui peuvent aussi faire stimuler votre système immunitaire, vont faire que vous avez des plaques, vous ne vous sentez pas bien, etc. Mais on n'est pas dans un mécanisme d'allergie, comme on a décrit tout à l'heure avec l'anticorps, d'accord ? L'intolérance au lactose, vous verrez tout à l'heure que c'est plutôt une intolérance. On n'est pas dans des mécanismes d'allergie. Et puis alors on discutera de gluten, où le problème est assez complexe pour différencier la fameuse maladie cœliaque, qui est vraiment une vraie maladie immunitaire, pour tout ce qui est hypersensibilité gluten. On verra aussi qu'il y a pas mal de choses qui se développent peut-être un peu trop. Et puis aussi tout ce qui est urticaire chronique, tout ce qui est intestin irritable, eczéma, c'est pas toujours, c'est même très rarement des phénomènes d'allergie alimentaire. Donc de quoi est-ce que nous, on va vous parler principalement aujourd'hui ? C'est du côté gauche de la dia. Donc on met à droite, on en parlera dans les diagnostics différentiels de la deuxième partie de l'exposé, d'accord ? Mais ce qui nous intéresse, c'est des allergies alimentaires IgE dépendantes. Donc vous avez vu avec le fameux anticorps, l'allergie de la réaction immédiate. Et puis les allergies alimentaires non IgE dépendantes, avec des problèmes d'eczéma, sachant que c'est rarement des phénomènes d'allergie alimentaire. Et puis aussi toutes les pathologies aux protéines, aux éosinophiles, mais on en discutera tout à l'heure, c'est autre chose. Donc bien retenir que tout ce qui est intoxication, déficit en lactase, problème d'histamine, on en parlera aussi parce que c'est important, et c'est important de savoir où on se situe, mais ce ne sont pas des allergies alimentaires. Au niveau de la fréquence des allergies alimentaires, vous aviez bien raison de dire qu'elles sont clairement surestimées. Donc, dans l'histoire d'une vie, les patients, dans les fameux chiffres de l'EACI, décrivent entre 15 à 20%, se décrivent avoir été allergiques au moins une fois, avoir fait une allergie alimentaire dans la vie. D'accord ? Donc, c'était énorme. Quand on va jusqu'au bout du bilan, au bout du bout, on est à 2 à 4%, voire même 1% quand on va jusqu'au test de provocation en double aveugle, ce qui est assez rare. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a des grandes variations au niveau des origines des patients et de la manière dont ils ont été alimentés. L'arachide, c'est un problème de santé mondiale, d'accord ? Aux États-Unis, c'est une catastrophe. Ils font manger des chips et des chips à l'arachide à leurs enfants dès qu'ils sont tout petits, on ne sait pas dans quel contexte. Et là, on a énormément de problèmes d'arachide parce que c'est de l'arachide rôti. En Afrique de l'Ouest, par exemple, où l'arachide est énormément mangé avec des poulets à l'arachide et différentes aussi recettes, tout ce qui est Congo, Sénégal, etc., vous allez en retrouver. Donc l'enfant mange ça, parce que vous imaginez bien qu'après l'allaitement, on passe directement au poulet à l'arachide. L'enfant, en fait, vu qu'il mange les arachides bouillis, il va avoir beaucoup moins d'allergiques dans nos populations où on mange l'arachide rôti. Clairement, les allergies sont en augmentation constante, surtout chez les atopiques. Alors quand on parle d'atopiques, c'est quand je vous ai parlé tout à l'heure de marche atopique, on parle de la famille des atopiques, c'est la famille des allergiques, retenez un peu. Nous, on les repère, c'est les patients qui ont fait de l'eczéma, qui ont de la rhinite, etc. Clairement, c'est plus fréquent chez l'enfant. On verra tout à l'heure qu'il y a quand même un certain taux de guérison, 2 à 4% versus 1 à 2% pour les vraies allergies alimentaires chez l'adulte. Clairement, les allergènes, vous verrez tout à l'heure, sont différents chez l'enfant que chez l'adulte. Par exemple, l'œuf et le lait de vache, c'est vraiment un problème plus de l'enfant que de l'adulte. On a vu tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on a des allergies alimentaires ? Il y a un facteur familial, probablement, plus que probablement. Il y a un facteur d'environnement. Il y a un facteur aussi d'âge d'exposition. Donc ce qui est important, quand je vous ai montré le petit mécanisme avec les intestins et les petits doigts, ce qui est important, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une fenêtre de tolérance en fait, chez l'enfant, entre 4 et 6 mois, pour les aliments. Et je vous dis ça parce que moi, par exemple, ma fille avait de l'eczéma. Et j'ai introduit, sur conseil du pédiatre, donc ma fille n'a que 18 ans, elle n'a pas 40 ans évidemment, mais j'ai introduit sur conseil du pédiatre de manière tardive tout ce qui était œufs, fruits secs, kiwis, parce qu'on me l'a encouragé, d'accord ? Et en fait, on a fait ça tous probablement de manière erronée, c'était les conseils des sociétés de pédiatrie, et on a loupé la fenêtre de tolérance de certains enfants, d'accord ? Le type d'exposition aussi, on sait que l'exposition par la bouche, c'est la meilleure manière d'avoir un allergène alimentaire. Parce que quand c'est de manière inhalée, par exemple les vapeurs de poisson, ou alors aussi cutanées, certaines huiles
Et crème hydratante chez les patients qui ont de l'eczéma à base d'aliments, ça c'est vraiment la catastrophe. Ça peut aussi donner des sensibilisations. En fait, le patient il va devenir allergique à cause de l'arachide, par exemple, qu'on lui a mis sur la peau, beaucoup plus facilement. Et aussi le type d'allergène. Donc le gros problème aussi, c'est l'industrie alimentaire. On fait tout et n'importe quoi avec les aliments. Il n'y a plus de contrôle, on les modifie, on les tourne dans un sens, on les associe, et ça modifie les allergènes alimentaires, avec nous, en plus, qui avons des difficultés à nous y retrouver un peu dans ce qui a été fait. Sans compter qu'il y a aussi tout ce qui est industrie et culture en gros, avec tout ce qui est OGM, qui peut aussi modifier les allergènes. Donc c'est aussi un problème au niveau allergologie alimentaire. Alors, ici, je vous montre les chiffres. Vous voyez que c'est pas simple de vous donner des chiffres, en fait, parce que on voit que en fonction des pays, c'est différent, d'accord. Vous avez des taux d'allergie différents, mais alors les études, elles sont toutes différentes. Donc c'est pas qu'on raconte n'importe quoi, c'est qu'en médecine, c'est pas toujours facile. Donc retenez que globalement, il y a plus d'allergies chez l'enfant, d'accord, que chez l'adulte, et qu'on est entre 3 et 6% chez l'enfant, et je dirais entre 1 à 4% chez l'adulte en fonction des études. Ce qui est très amusant, c'est de voir en fait qu'en fonction des pays, les allergènes, ils sont différents. Par exemple, au Japon, il y a plein d'allergiques au riz. Nous, personnellement, on n'en a quasi pas, d'accord. Dans les pays nordiques, où ils vivent au bord de mer, ils ont tous leur maison dans leur fjord, il y a beaucoup d'allergies aux poissons et crustacés, d'accord. En Italie, beaucoup d'allergies aux tomates, c'est des choses qu'on ne trouve pas chez nous. En Espagne, la lentille, c'est un problème majeur. Nous, c'est pas du tout un souci. La pêche aussi, c'est un problème majeur. Donc vraiment, en fonction des pays, en fait, c'est ça qui est passionnant, c'est que ça va vraiment changer d'une partie à l'autre. Ici, ça a des données qui datent du SIGBA. Donc le SIGBA, c'est un groupement belgo-français où on rapporte en fait toutes les allergies alimentaires. Et vous voyez que les allergies alimentaires, je vous ai dit tout à l'heure, elles sont très différentes. Les allergènes, donc les protéines qui vont provoquer les allergies, elles sont différentes de chez l'adulte, de chez l'enfant. Chez l'enfant, dans les classiques, on retrouve œufs, lait de vache, légumineuses, d'accord, poissons et l'arachide qui malheureusement reste chez l'adulte. Chez l'adulte, on va beaucoup plus trouver des allergies liées aux fruits et aux légumes, notamment par rapport aux allergies croisées. Donc on vous parlait de la pomme tout à l'heure. On verra qu'il y a beaucoup de patients allergiques au bouleau, par exemple, qui ont une allergie à la pomme. On vous expliquera un peu par quel mécanisme. La présentation clinique des allergies alimentaires, ça veut dire qu'est-ce que vous pouvez avoir comme symptômes finalement, de quoi est-ce que vous pouvez vous plaindre quand vous avez une vraie allergie alimentaire. Donc, je vous rappelle qu'on est bien dans le côté gauche du tableau tout à l'heure des allergies alimentaires avec le mécanisme immunitaire qu'on a décrit, d'accord. Au niveau du timing, par rapport aux allergies immédiates, donc avec les fameux anticorps de l'IgE, ce qui est super important, c'est que la plupart des allergies, elles surviennent dans l'heure, dans la demi-heure, même dans les 10 minutes, voire maximum dans les 4 heures. Donc on demande souvent aux patients de nous faire un agenda alimentaire, ce qui a été mangé la veille, par exemple à 6 heures du soir ou à 4 heures au goûter, qu'il a mangé un gâteau à l'arachide chez un copain et qui se réveille à 8 heures du matin avec quelques plaques d'urticaire. On n'est pas dans un mécanisme d'allergie immédiate, d'hypersensibilité immédiate, d'accord. Il existe des formes retardées digestives, notamment des pathologies à eosinophiles qui parfois peuvent être allergiques. Il y a aussi des pathologies aux protéines qui donnent des symptômes aussi immédiats, mais c'est beaucoup plus compliqué. Mais retenez que globalement, l'allergie alimentaire qui fait peur, celle qui donne les chocs et celle qui donne les troubles les plus importants, elle survient en général dans la demi-heure à l'heure, maximum les 4 heures. Les symptômes peuvent être très très variables. Ce qu'on a le plus fréquent en consultation, pourquoi ? Parce que c'est le symptôme le plus fréquent, notamment chez l'adulte, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'allergie orale avec les allergies croisées. C'est un patient, c'est classique, et je suis sûre qu'il y en a dans la salle ici, qui quand il mange des noisettes, des pommes, des poires, des carottes crues, ils vont avoir la bouche qui chatouille, ça gratte, on a un peu les lèvres qui gonflent, ça gratte, on a l'impression que la voix change. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ce type de symptômes dans la salle ? Avec les pommes, les poires, voilà. Donc c'est assez classique. Donc nous, c'est ce qu'on a le plus souvent en consultation. Qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est que le patient allergique au bouleau, alors des allergiques au bouleau, on en a plein dans la population, parce que les allergies respiratoires aussi, elles changent en fonction des pollens, évidemment. Et vu qu'on est dans un pays du Nord, des bouleaux, on en a plein. Donc le patient allergique au bouleau, pas tous heureusement, il va développer des anticorps d'allergie contre le bouleau. Et chez certains patients qui auront ce type de réaction croisée, ils vont reconnaître les protéines du bouleau qui sont contenues dans les pommes, dans les poires, dans les carottes, comme étant un allergène de bouleau, ce qui fait que ça va chatouiller, ça peut parfois donner plus exceptionnellement des troubles digestifs. L'urticaire, c'est quoi ? C'est les petites plaques, là, les petits boutons qu'on a comme des piqûres d'insectes, qui peut survenir, mais pas toujours. Donc c'est pas parce qu'on a un patient qui n'a pas fait d'urticaire qu'il n'a pas une vraie allergie, d'accord ?
L'urticaire, quand il se place dans les zones les plus sensibles, au niveau des mains par exemple et des lèvres, ça donne des gonflements, c'est ce qu'on appelle de l'angioœdème. C'est le même mécanisme, d'accord? C'est juste que la peau est un peu plus fine et ça donne des symptômes différents. Quelque chose qui nous tracasse vraiment, c'est le prurite, c'est le fait que ça gratte. Est-ce que ça vous a gratté? Quand les patients commencent à nous dire que ça leur a gratté au niveau de la paume des mains, de la paume des pieds et des organes génitaux, là, nous, on n'est pas très à l'aise parce que c'est vraiment des facteurs de risque, en fait, de réaction allergique sévère. Ça peut donner des troubles digestifs, c'est assez classique. Le patient, il va manger le truc, il ne va pas se sentir bien, il a l'impression qu'il fait une indigestion. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mal-donne chez les enfants, où on donne un aliment à un enfant qui, lui, il ne sait pas s'exprimer, il a 2 ans, il va commencer à vomir, à avoir des diarrhées, on se dit, oh là là, il s'est encore chopé une gastro à l'école. Et puis en fait, ça se passe 1 fois, 2 fois, et parfois les parents zippent l'allergie alimentaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas toujours de l'urticaire. Donc c'est assez classique, le patient mange quelque chose, il va avoir des troubles digestifs, il ne se sent pas bien. Le malaise, la faiblesse, on a l'impression d'avoir la tête qui tourne, ça peut aller jusqu'au choc anaphylactique. Alors c'est super important que les allergies alimentaires soient prises en charge par un médecin et par un centre d'urgence, parce que nous, on a besoin de vos paramètres. D'abord, vous êtes en danger si vous avez une vraie allergie alimentaire sévère, mais on a vraiment besoin des paramètres, c'est-à-dire des mesures de tension et de rythme cardiaque, pour savoir si oui ou non on se balade dans des vraies allergies alimentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça varie très fort en fonction du patient. Donc un patient allergique à l'arachide, du pont n'est pas le même que du bois, d'accord, du type d'allergène, de la quantité que ça a été ingéré, et puis on discutera tout à l'heure des cofacteurs. Ça veut dire que dans certaines circonstances, vous pouvez aggraver votre réaction d'allergie alimentaire. Donc retenez globalement qu'au niveau de la clinique, vous avez le plus classique, c'est des syndromes oraux, vous avez souvent des troubles digestifs quand même, vous pouvez aussi avoir des crises d'asthme, par exemple le nez qui coule, on se demande pourquoi il fait une crise d'asthme l'enfant, en fait ça peut être lié à l'allergie alimentaire. Des phénomènes de plaques comme l'urticaire ou l'angioœdème, beaucoup plus rare l'eczéma, c'est assez exceptionnel, sauf dans les eczémas sévères qu'on cherche une allergie alimentaire, et malheureusement ça va jusqu'à l'anaphylaxie. Je vais vous parler brièvement, parce que Maud en reparlera tout à l'heure dans l'anaphylaxie. L'anaphylaxie, c'est la réaction allergique sévérissime qui fait peur à tout le monde, d'accord ? On sait que certains facteurs, par exemple la prise d'anti-inflammatoires comme l'ibuprofène, l'aspirine, le Voltaren, la prise d'alcool, l'effort, le stress, le fait que vous soyez grippé, ça peut augmenter votre allergie. Ça veut dire que par exemple, je sais pas moi, vous êtes allergique à quelque chose que habituellement vous tolérez en petite quantité, là, si vous allez manger un tout petit peu d'arachide ou que vous êtes en contact de manière indirecte avec de l'arachide, que vous avez bu 5 bières, que vous allez danser et qu'en plus vous êtes un peu grippé, vous risquez clairement de faire un choc anaphylactique, alors que peut-être qu'un petit dimanche, vous êtes tranquille chez vous sans rien faire et que vous étiez en pleine santé, vous n'alliez pas faire la réaction allergique avec le même allergène, c'est-à-dire la même chose que vous allez manger. L'anaphylaxie, donc, c'est quoi? C'est un symptôme important de l'allergie alimentaire et des autres allergies d'ailleurs, notamment médicamenteuses. C'est une réaction allergique sévère, vraiment généralisée, qui met en jeu le pronostic vital et qui apparaît brutalement après le contact. C'est ce dont on a tous peur. C'est une définition précise. Donc, les patients disent toujours « Ah, j'ai fait un choc », mais globalement, on n'en a quand même pas beaucoup chez qui on diagnostique le vrai choc. D'ailleurs, quand j'ai une visite aux urgences ou une visite du SMUR, je suis contente parce qu'au moins on a les paramètres. Par contre, il ne faut pas rire avec ça. Quand il y a une vraie anaphylaxie, il faut être rapide. Il faut donner de l'adrénaline et il ne faut pas perdre de temps. Donc si vous avez dans votre entourage, vous verrez tout à l'heure avec Maud, c'est vraiment quelque chose de primordial. C'est super important que les patients soient vus aux urgences pour le diagnostic, et puis aussi parce qu'un choc anaphylactique, on peut avoir un effet rebond. Donc il faut absolument être surveillé. Et donc retenez que c'est vraiment la réaction allergique la plus sévère qu'on puisse présenter en allergie alimentaire. Comment est-ce que nous, en allergologie, on peut les mettre en point? Il y a plusieurs étapes, je vais vous les décrire. D'accord? D'abord, c'est l'interrogatoire. Donc les patients qui me disent « Docteur, j'ai fait une allergie alimentaire, mais je ne sais pas à quoi. Et vous avez mangé quoi? Oh, je ne sais pas, moi. Ah ouais, moi non plus. C'est un peu compliqué. Si vous ne savez pas ce que vous avez mangé, c'est compliqué. Donc, on a vraiment besoin de cet interrogatoire, vous verrez tout à l'heure. On fait des tests cutanés sur le bras, d'accord? On verra tout à l'heure. On peut faire des prises de sang avec des IgE et pas des IgG. Donc, on expliquera tout à l'heure pourquoi. On utilise énormément les recombinants, on essaiera de vous expliquer ce que c'est. C'est des techniques grâce à des techniques de génie génétique, on a plein d'armes nouvelles sur les 10-15 dernières années pour diagnostiquer les allergies. Quand il faut, on va jusqu'au test de provocation orale parce que c'est important de savoir si un patient est allergique ou il n'est pas. Et en fonction du diagnostic qui doit être établi de manière claire, soit on peut éduquer le patient à éviter, soit on fait l'éviction, c'est-à-dire qu'on lui enlève les aliments, soit on les réintroduit. Donc l'anamnèse, l'interrogatoire en médecine est important, mais encore plus en allergologie alimentaire. Ça doit être complet, ça doit être précis. On doit savoir tout ce que le patient a mangé, parce que les patients ont tendance à dire « Ah, mais ça d'habitude je le supporte », donc ils ne nous le disent pas toujours. Mais parfois ça peut avoir été modifié, et puis on peut être allergique à quelque chose qu'on supportait avant. Ça doit être réalisé par le médecin, mais aussi par le patient. Donc on demande classiquement
aux patients de nous amener des agendas alimentaires, c'est-à-dire de noter ce qui s'est passé exactement et ce qu'ils ont mangé et dans quel timing, d'accord ? Il faut voir le type d'aliment, comment ça a été préparé, si ça a été mangé au restaurant avec un risque de contamination ou pas. Est-ce qu'il y avait des cofacteurs? On en a discuté tout à l'heure. On pose toujours la question, c'est pas qu'on est curieux, mais de savoir au patient s'il a déjà eu des antécédents d'allergie. Par exemple, est-ce que vous avez déjà fait de l'asthme? Est-ce que vous avez des allergies au pollen? Ben, ça, c'est super important. Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Et ce qui est vraiment très important, dans la mesure du possible, c'est qu'on demande aux patients de garder l'aliment pour qu'on puisse refaire des tests cutanés. Par exemple, des Scampi, il y a plein de choses qui s'appellent Scampi. Si vous prenez un paquet de Scampi au supermarché, vous verrez que en fait, c'est Pangasus, machin, vietnamienne, Pangasus, ça peut être plein de choses différentes. Donc moi, c'est gentil de dire que vous avez mangé des Scampi, mais moi, j'ai besoin de savoir lequel Scampi vous avez mangé. Donc c'est vraiment important. Je vous rassure, on ne vous les fait pas manger en consultation. Hein. Donc... parce que les patients, quand on leur demande d'amener des aliments, ils arrivent hyper stressés, mais on ne fait pas manger à la première consultation, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait des tests cutanés. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Nous, on appelle ça des prick tests. Ça, c'est aussi un mot-clé à retenir pour la soirée, d'accord? On utilise soit des allergènes en gouttes, d'accord, qu'on met sur votre peau, soit des vrais aliments, et ce n'est pas une blague. Donc, on demande aux patients d'amener les aliments pour pouvoir les tester. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est le plus fiable pour reproduire vraiment les protéines alimentaires. On prique à travers une petite lancette, vraiment dans la couche superficielle de la peau, et puis 10 à 15 minutes après, on a la possibilité de lire en fait le test au niveau du bras et de voir en fait la papule, donc la boule que vous avez, on la mesure et on mesure aussi la rougeur. Alors ça ne confirme pas l'allergie, d'accord, ça confirme la sensibilisation, on verra, mais ça nous permet de voir si vos cellules allergiques qui sont sous la première couche de la peau, est-ce qu'elles reconnaissent ou pas cette protéine, cet allergène, d'accord. Autre test qu'on fait plus classiquement en cosmétique, d'accord, notamment pour tout ce qui est parfum, tout ce qui est maquillage, etc., c'est les patch tests. On vous colle des produits dans le dos, j'imagine qu'il y en a certains qui l'ont déjà fait, et puis on vous laisse les machins 48 heures, et puis on le lit 48 à 72 heures après. En allergie alimentaire, ça a été fait, c'est parfois encore fait, mais c'est moins fiable. Retenez que c'est vraiment le test de base où on peut lire à 15 minutes. Globalement, il faut que ce soit quand même 4 à 6 semaines après l'épisode, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si vous venez, par exemple, il n'y a jamais d'urgence en fait à avoir un allergologue, c'est ça qui est facile, c'est que, heureusement d'ailleurs, parce qu'on a des délais un peu importants, mais quand vous avez fait une réaction allergique, si vous venez le lendemain de en consultation, si moi je fais le test allergique, en fait, il pourrait être faussement négatif, parce que vos cellules allergiques, elles ont tout vidé. C'est un peu schématique, mais donc c'est important de laisser un certain timing après la réaction allergique, d'accord? Et il ne faut pas prendre d'antihistaminique, ça veut dire pas de médicaments contre l'allergie. La prise de sang, clairement, elle est utile, d'accord? Il y a des IgE spécifiques d'une part qui peuvent nous aider, il y a aussi les recombinants. Tout ça, il faut savoir que ça a une sensibilité, une spécificité limitée. La sensibilité, ça veut dire, est-ce que si vous avez une allergie alimentaire, je vais la diagnostiquer? Et puis si est-ce que j'ai un test, par exemple l'arachide, je prends toujours l'arachide parce que c'est un des classiques, et si par exemple j'ai un test positif pour l'arachide, est-ce que vous avez une vraie allergie alimentaire ou est-ce que vous ne l'avez pas? C'est ce qu'on appelle la spécificité. On utilise énormément les recombinants, d'accord? Vous verrez tout à l'heure ce que c'est. Retenez aussi, c'est aussi un petit mot-clé. Et par contre, les IgG alimentaires, j'insiste, mais c'est vraiment un problème de santé publique, ça n'a aucune valeur dans l'allergie alimentaire IgE dépendante, d'accord? Ça montre une première exposition à un aliment, par exemple, vous avez mangé je sais pas moi, du lait de chèvre pendant 15 jours, vous faites une prise de sang avec les IgG alimentaires qui va vous coûter entre 170 à 250 € avec des compléments alimentaires plus ou moins dans le même tarif. En fait, vous allez voir sur votre prise de sang que cette fameuse prise de sang qui n'est pas validée, d'accord, qui est faite par certains laboratoires de la région, en tout cas pour les allergies alimentaires, va montrer des IgG alimentaires. Si vous aimez bien les kiwis, vous allez être positif pour le kiwi. Si vous aimez bien le lait de chèvre, vous allez être positif pour le lait de chèvre. Même chose pour le soja, etc. D'accord? Donc on insiste, ça c'est les choses qui ne marchent pas. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on a comme possibilité. Donc le test cutané, c'est facile, on l'a en 15 minutes. Qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte 24 € pour tous les allergènes, qu'on vous en teste 5, 10 ou 15, d'accord? Les prises de sang, ça coûte plus cher, c'est 8 € par test, d'accord? Et maximum 6 tests par jour. Je vous ai parlé tout à l'heure de sensibilisation et de vraie allergie. On en parlera tout à l'heure, mais c'est important. Donc la sensibilisation, c'est le fait d'avoir un test cutané ou une prise de sang qui est positive pour un allergène. Mais si on commence, et d'ailleurs je pense on a probablement mal fait les choses il y a 15-20 ans aussi, plutôt plus anciens, où on faisait des tests alimentaires à tous les enfants. Et en fait on se rendait compte qu'on avait des sensibilisations à la noisette, à l'arachide. Et en fait c'était des sensibilisations, c'est par exemple des enfants qui étaient allergiques au bouleau et qui avaient un test positif pour la noisette, l'arachide.
et on leur a dit qu'ils étaient allergiques, ils n'en ont plus mangé, et on a probablement provoqué des vraies allergies. Donc il faut vraiment différencier. C'est pas parce que vous venez et que vous avez un test positif ou que votre médecin traitant a coché, ou que vous vous êtes amusé à cocher sur la prise de sang de votre médecin traitant cet aliment en vous disant comme ça je vais savoir. C'est pas parce que c'est positif, par exemple, pour l'arachide que vous êtes allergique à l'arachide. Ça, c'est la sensibilisation. L'allergie, c'est que quand vous mangez l'arachide, vous faites une vraie réaction allergique. D'accord ? Il ne faut pas sous-estimer en médecine, surtout en ergologie alimentaire, l'impact des faux ou des surdiagnostics. Parce qu'en fait, on crée des phobies alimentaires, on crée des phobies scolaires, d'accord ? On crée, vous avez vu tout à l'heure, chez les enfants, on peut créer des vraies allergies alimentaires, et puis on ne se rend pas compte à quel point ça peut être handicapant pour le patient aussi au niveau social et même chez l'adulte. Donc c'est vrai que je rigole en disant on passe notre temps à prouver aux gens qui ne sont pas allergiques, mais je pense que c'est notre job en fait. On ne peut pas avoir des gens qui évitent de manger tout et n'importe quoi sans raison. Et pourtant, je vous jure que quand les gens sont vraiment allergiques, on leur empêche d'en manger. Mais il faut qu'on fasse les choses. Donc il faut vraiment différencier les choses. Alors ça, c'est le gros morceau au niveau des explications. Donc un allergène, vous vous souvenez, c'était l'aliment, la protéine de l'aliment qui provoque la réaction allergique, d'accord ? Un allergène recombinant, c'est un morceau d'allergène qui est recréé par génie génétique. Donc c'est toutes les techniques où on isole l'ADN, l'ARN, et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'ARN messager, c'est les petites usines qui produisent les protéines, d'accord ? On les modifie pour produire des allergènes en fait vraiment spécifiques, d'accord ? C'est un outil hyper important des allergies alimentaires. Nous, ça nous aide vraiment à savoir, vous verrez, il y en a pour plein d'aliments et de plus en plus, à savoir si vous avez un profil de sensibilisation, donc si votre profil de prise de sang, il est à risque d'avoir une allergie sévère ou plutôt on est dans des réactions croisées moins sévères ou on est dans rien du tout, d'accord ? C'est vraiment un outil important des allergies alimentaires. Donc pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que quand vous voyez le produit natif, ça c'est l'arachide, c'est toutes les protéines qui sont contenues dans l'arachide. Il y a plein de familles d'allergènes et qui vont être modifiées en fait et qui vont avoir un impact très différent en fonction de la cuisson, en fonction de la conservation, etc. avec des homologies entre les allergènes des différents aliments. Et les recombinants, ils nous aident vraiment à faire la part des choses entre les faux négatifs et les faux positifs. Donc ici, par exemple, la fameuse PR10, dont je vais encore vous parler, vous bassiner les oreilles avec ça, c'est la fameuse R-BET-V1 du boulot. R comme pour recombinant, BET pour bétulacée, V pour verrucosa. D'accord ? C'est boulot, c'est l'allergène du boulot. Donc on a des trucs qui ont l'air d'être complètement incompréhensibles, mais c'est une logique. Mais bon, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait au niveau du laboratoire ? Ça, vous avez l'allergène natif, c'est l'arachide, d'accord ? Ils le décomposent en fait, et grâce aux techniques d'ADN et d'ARN, à la place d'avoir un petit mélange avec tous les allergènes d'arachide, ils vont les différencier en fait. Et vous allez voir que dans l'arachide, vous avez différents allergènes, d'accord ? On est de nouveau sur Hypogeanus, sur un truc comme ça, d'accord ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. H1, H2, on est dans les allergies sévères. Vous verrez tout à l'heure que quand on est à H8, on est Bardaf, on est retourné vers le boulot. En fait, c'est le même que le boulot, sauf qu'il n'a pas le même nom. Mais donc c'est vraiment super important. Donc ça nous permet, tout ça, d'évaluer les allergies croisées. Donc les allergies croisées, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On peut avoir une allergie, en fait, à un allergène auquel on n'a jamais été en contact. Donc on peut être sensibilisé, par exemple, par le boulot ou par les acariens, et puis on développe des anticorps de l'allergie, les IgE, contre un autre allergène par des réactions croisées, surtout s'il y a une similitude. Donc j'explique toujours aux patients que l'allergène, en fait, ce qui est amusant, c'est que c'est un truc en 3 dimensions comme ça, et votre anticorps de l'IgE, il n'est pas tout plat comme sur le dessin, il est aussi en 3 dimensions. Et donc, en fonction de l'homologie dans l'espace, en fait, votre anticorps, il va reconnaître ou pas. Et en fait, il y a des variations. Et ce n'est pas fixe non plus. Donc, on sait, par exemple, que pour certains allergènes, il y a des pourcentages d'homologie. Donc, ils sont jumeaux ou pas jumeaux à 50%, 60%, 70%. Mais ça, c'est des chiffres. Mais nous, on ne sait jamais vous dire si vous êtes dans les 70% ou dans les 30% qui restent. Mais c'est vraiment l'homologie et la manière dont les protéines sont exposées au niveau de l'allergène qui vont faire que oui ou non, on peut avoir des réactions croisées. Le plus classique, c'est tout ce qui est pommes, bouleaux, acariens, crevettes, latex, fruits du latex, etc. En fait, on utilise tout ça, pourquoi ? Pour voir si vous avez une allergie méchante ou une allergie gentille. Donc dans les allergies croisées, vous avez des allergies croisées entre les pollens et les végétaux, et entre les végétaux eux-mêmes. Et puis, on a parlé de recombinants tout à l'heure, on a des protéines. Par exemple, si vous êtes sensibilisé aux profilines et au PR10, on en rediscutera tout à l'heure, on sait que vous avez un gentil profil de sensibilisation, donc vous êtes un gentil allergique, enfin pas un gentil allergique, mais vous avez probablement une gentille allergie, d'accord ? Par contre, si vous avez des protéines, on discutera tout à l'heure, comme la LTP, retenez bien, c'est au petit mot-clé aussi de la soirée, les protéines de stockage ou l'oméga-5 gliadine, là on sait que vous êtes beaucoup plus à risque de faire des réactions beaucoup plus sévères comme l'anaphylaxie. Donc nous, ça nous aide vraiment à nous orienter dans votre tableau clinique en fait. Les recombinants, on les fait par prise de sang. Alors ça, c'est une prise de sang, je vous le dis parce que c'est quelque chose qu'on annexe pour les allergènes. Elle n'est pas exhaustive, donc il y en a encore beaucoup plus.
il ne faut pas les cocher tous, parce que ça coûte 8 à 10 euros par test, et puis parce que ça n'apporte rien du tout. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être fait de manière ciblée après la réalisation des tests cutanés. Les IgE totaux, on les utilise parfois pour évaluer nos sous-tests, mais ce n'est pas parce que vous avez des IgE, donc les anticorps d'allergie immédiate, élevés à 1000, 2000 ou 500 ou 600, que vous avez des allergies. En fait, ils peuvent être élevés si vous avez une infection, si vous avez de l'eczéma, si vous avez une parasitose, donc ce n'est pas un examen de dépistage de l'allergie. Juste un petit mot par rapport aux tests qui peuvent être coûteux et qui, par contre, peuvent beaucoup plus nous aider que les IgG et ont du sens. C'est quelque chose qu'on utilise très rarement parce que c'est entre 170 et 250 euros par prise de sang, d'accord. Là, ça nous permet de déterminer, en fait, une sensibilisation à des allergènes moléculaires, d'accord. Mais c'est plutôt des phénomènes d'intensité, donc c'est des mécanismes très différents. Ça nous donne d'accès à d'autres allergènes, mais il faut savoir que c'est moins sensible, donc c'est un petit peu moins fiable que les IgE spécifiques classiques qu'on peut avoir dans tous les laboratoires. Par contre, quand par exemple on a des patients qui font des chocs anaphylactiques à répétition et qu'on les a retournés dans tous les sens et qu'on ne trouve pas, c'est le genre d'outil qu'on peut utiliser. Ou si on a des allergies croisées qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est le genre d'outil. Et certains allergènes exceptionnels qui ne sont disponibles malheureusement que là-dedans, on est obligé de le faire aussi. Alors, Bardaf, quand on y arrive, qu'est-ce qu'on fait à la fin de votre bilan? Donc je vous rappelle, on vous a interrogé pendant très longtemps, vous nous avez aidé à vous interroger. On vous a fait une première ligne de test cutané, on vous a fait revenir avec les aliments que vous avez mangés, d'accord, toujours sans anti-allergique. On a fait une prise de sang, on a fait des recombinants, et puis on a besoin de faire un test de provocation orale. Alors quand on a un profil de sensibilisation chez l'adulte, par exemple pour l'arachide qui a déjà fait 3 chocs anaphylactiques, qui a un profil de méchant, là, comme vous avez vu la flèche rouge tout à l'heure, on ne s'amuse pas à faire un test de provocation orale, d'accord. Chez l'enfant, vous verrez qu'il y a des possibilités, quand on les prend très jeunes, de faire des inductions de tolérance, des désensibilisations à l'arachide, ça peut être important de déterminer à quelle dose ils vont réagir. D'accord. Donc là aussi, on peut utiliser le test de provocation orale. Quand on a des patients multiphobiques au niveau allergie alimentaire, on va jusqu'au test de provocation orale multiple, parce que les patients, on les a revus 4 fois, ils n'ont toujours rien remangé, quoi qu'on leur ait dit. Ceux-là, on les prend en charge à l'hôpital de jour ou en hospitalisation pour leur rendre des aliments sous surveillance. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Simplement, on coupe l'aliment, comme vous voyez là, en milligrammes, puis en général c'est 1 mg, 10 mg, 100 mg, avec une dose toutes les 20 à 30 minutes. D'accord. Les patients sont perfusés, donc avec un cathéter, pas d'antihistamique, on les surveille avec des infirmières qui sont formées. Soit on donne l'aliment seul, soit on donne l'aliment de manière cachée. En pratique, nous on donne l'aliment seul, mais c'est possible en pédiatrie, par exemple, de faire ce qu'on appelle un test en double aveugle. C'est-à-dire qu'il y a une infirmière qui présente et une autre qui donne. Et on ne sait pas où est l'allergène, où n'est pas l'allergène, parce qu'en fait, on peut se rendre compte, parfois, c'est assez impressionnant, parce qu'on fait aussi beaucoup d'allergologie médicamenteuse. Vous faites une injection d'eau, par exemple, vous vous donnez un petit morceau de gervais où il n'y a rien du tout dedans, et en fait, ils vont commencer à avoir le cœur qui s'emballe, la tension qui est élève, la tête qui devient toute rouge. Et bon, nous, on a parfois besoin de faire la part des choses entre une vraie réaction allergique ou pas, donc ça dépend un peu du profil du patient. Mais c'est vraiment quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'étalon d'or au niveau d'allergologie. Pourquoi? Parce que c'est bien d'avoir des prises de sang, c'est bien d'avoir des tests sur le bras, mais le seul truc qui va vraiment marcher, en fait, c'est le test de provocation orale. Donc, je vous rappelle, je vous le montre parce qu'on a des références pour vous raconter tout ça. Allergie, c'est le journal de l'École européenne d'allergologie, qui clairement vous rappelle qu'en fonction de l'intensité de votre réaction ou pas, clairement, vous devez faire les prises de sang, d'abord les tests cutanés et puis les prises de sang. Soit c'est négatif, il faut aller jusqu'au test de provocation orale. Donc, si on n'a pas la preuve que le patient est allergique, on ne peut pas le laisser dans la nature, sauf s'il n'est pas d'accord. Ce qui est souvent le cas quand même, parce que les gens qui ont des allergies alimentaires depuis 10 ans, ils ont parfois, qui pensent avoir des allergies alimentaires depuis 10 ans, ils ont du mal à s'en détacher, d'accord. On doit aller jusqu'au test de provocation orale, et puis on doit réintroduire l'aliment s'il l'a toléré, d'accord. Par contre, si on a une vraie allergie prouvée, clairement, il faut éduquer le patient, il faut éduquer la famille autour, il faut faire des cartes d'allergiques et il faut prescrire une trousse de secours. C'est vraiment primordial. Alors, on parlait de chiffres tout à l'heure, vous verrez que les chiffres sont variables, mais ici, c'est super, une review super importante d'une revue tout à fait fiable, en fait, qui vous montre qu'une fois dans leur vie, vous avez plus ou moins entre 15 à 20% des patients qui pensent avoir une allergie alimentaire. Si vous leur demandez maintenant est-ce que vous avez une allergie alimentaire, on a 7 à 10% des patients, comme vous aviez dit tout à l'heure. Si on a les symptômes plus les prises de sang, on n'est plus qu'à 3%, d'accord. On a encore un peu moins au niveau des prick tests, donc les tests cutanés sont clairement fiables. Et puis quand on va jusqu'au test de provocation double aveugle, mais à mon avis on a perdu quelques-uns en chemin, on n'est plus qu'à 1% de vraies allergies. Alors, ce qui n'est pas recommandé, je vous le dis parce que j'avais été interrogée par l'RTB sur On n'est pas des pigeons, donc je ne savais même pas que ça existait, mais vous pouvez envoyer une goutte de sang par la poste et recevoir un joli rapport comme ça, de 20 ou 30 pages avec toutes les allergies que vous avez. C'est pratique, hein. Ça coûte 75 €. Vous envoyez, c'est un laboratoire certifié, tout à fait certifié. Ça, c'est pas valable, d'accord.
Vous pouvez aussi envoyer votre cheveu par la poste. Et c'est encore mieux, vous recevez 75 pages avec toutes vos allergies. Un seul cheveu, vous le mettez dans une enveloppe, vous l'envoyez avec votre nom, d'accord? Vous payez évidemment, parce que sinon ça ne revient pas, le rapport. Ça ne marche pas non plus. Alors, je ne rigole pas du tout, mais le pendule, ça ne marche pas non plus. Donc si vous avez un thérapeute qui vous fait aller pendule et qui vous dit que vous êtes allergique au blé, au gluten, au lactose, et au soja, et à la viande, et tout ça, et qu'il faut prendre plein des compléments très chers, c'est pas fiable non plus, d'accord? La lecture du fond de l'œil, ça ne l'est pas. La palpation de l'abdomen, non plus. Et les IgG alimentaires, non plus. C'est du même registre, d'accord? Donc, je rigole, mais je vous jure qu'on a des patients qui arrivent avec ce genre de pré-bilan, d'accord? Donc, c'est pas... et le truc de... On s'est beaucoup amusé avec Manon de Grève là, de la RTB, parce qu'en fait, je lui ai refait tous les tests pour la petite histoire, avec ce qu'elle était censée être allergique, et en fait, il n'y avait rien de valable. Donc, j'ai fait les tests cutanés parce que je ne savais pas comment ça lui faire payer des vraies prises de sang, mais il n'y avait rien qui collait du tout. Enfin, bon, bref, je vous jure qu'il disait vraiment que vous étiez allergique. Hein. Enfin, bref. Quelques exemples d'allergènes alimentaires, ça c'est pour l'autre partie. Alors, on avait proposé, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, histoire de ne pas vous perdre pour le reste, que si vous avez des questions maintenant, c'est envisageable. Malgré que j'ai déjà fait beaucoup de chemin dans des explorations, j'ai encore du mal à faire la différence entre les intolérances et les allergies. Ça, c'est la suite de l'exposé. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, on ne vous parle que d'allergie d'abord, comme ça vous savez de quoi nous on parle. Mais voilà, après, on se retrouve avec beaucoup d'intolérances. A priori, ce n'est pas notre job, normalement. Mais en pratique, vous allez voir, on va essayer de vous expliquer ça. Mais ça, il faut rester bien éveillé. Vous aviez parlé de la fenêtre de tolérance entre 4 et 6 mois pour l'enfant. Ça veut dire qu'il faut exposer, il faut donner ou ne pas donner? Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui se prononce vers ça pour le moment. Et maintenant, oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est pour ça que je vous dis que moi, je ne suis pas pédiatre. Donc maintenant, il faut donner le maximum entre 4 et 6 mois. Mais jusqu'il y a 2-3 ans, des sociétés de pédiatrie pataugeaient, quoi. Et même à l'ONE, ils pataugeaient. C'est-à-dire qu'on n'osait pas aller d'un côté ou de l'autre. Mais au niveau de toutes les études, clairement, il faut donner le maximum de choses tôt. On va vous parler de quelques allergies. Je vais commencer par l'allergie au blé. Donc le blé, c'est important de savoir, mais ça appartient à la famille des graminées, d'accord? D'ailleurs, ça ressemble fort aux graminées que vous plantez dans votre jardin, d'accord? Comme d'autres céréales, comme l'avoine, le seigle, le riz, etc. Dans les allergies alimentaires aux céréales, d'accord, c'est le blé qui est l'allergie la plus fréquente. Je tiens à insister que le blé est composé de différentes protéines, dont du gluten, mais blé n'est pas égal à gluten, ça va? L'allergie au blé, elle débute le plus souvent dans la petite enfance. C'est une allergie classique de l'enfant, mais pas de l'adulte, parce que heureusement, elle a tendance à se résoudre à l'adolescence, d'autant plus que maintenant, on a des protocoles d'induction, notamment pour le blé, de désensibilisation. Je dis, induction, c'est désensibilisation. Chez l'enfant en Europe, on a quand même une prévalence, c'est-à-dire un taux d'allergie au blé entre 0,2 à 1,3%. Chez l'adulte, on a aussi des allergies au blé, mais d'un autre type. Ce que nous, on va rencontrer le plus fréquemment, c'est plutôt des allergies respiratoires. Des rhinites, donc le nez qui coule, des crises d'asthme, donc des oppressions respiratoires. Chez les boulangers, chez les pizzaiolos, à Barchon, là, il y a une grande industrie, très grande pourvoyeuse d'adultes allergiques au blé, qui fabriquent plein des pains et dans des conditions. Donc là, on a même des électromécaniciens qui font de l'asthme à la farine, d'accord? Ça, c'est une chose. Et un tableau classique qu'on va rencontrer tout à l'heure, qu'on va voir chez l'adulte, c'est ce qu'on appelle l'anaphylaxie à l'effort via l'oméga-5 gliadine. Donc, vous voyez que dans le blé, vous avez plusieurs protéines, dont le gluten, qui est composé aussi de gliadine, dont l'oméga, ça c'est du grec, 5 gliadine. Ces patients, ce qui est tout à fait particulier, c'est qu'en fait, ils supportent le blé, donc ils mangent des tartines sans aucun souci, mais s'ils mangent du blé, par exemple, avant d'aller à la salle de sport, un gros plat de pâtes, et qu'ils font un effort après, ils peuvent faire une anaphylaxie, donc un choc anaphylactique avec le blé qu'ils tolèrent habituellement. Pourquoi? Parce que cette protéine est tout à fait particulière et donne ce type de tableau. C'est quelque chose qu'on retrouve chez l'adulte. Donc les manifestations, donc les symptômes, ils peuvent être, je rappelle, IgE dépendant immédiat, d'accord? Donc de l'urticaire, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, des enfants qui vomissent à répétition qu'on ne comprend pas. Vous avez aussi tout ce qui est asthme et rhinite du boulanger, tous les gens qui sont exposés à la farine. L'anaphylaxie à l'effort, on a discuté tout à l'heure via l'oméga-5 gliadine. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est que vous avez aussi des réactions qui font aussi intégrer le système immunitaire de l'allergie au sens large, donc des hypersensibilités, mais c'est beaucoup plus complexe et habilenté. Vous avez notamment, Maud en parlera tout à l'heure, le CEPA, qui est vraiment un syndrome en fait lié aux protéines, et les enfants vont vomir, etc., sur des protéines de blé, c'est quelque chose qui existe.
toutes les pathologies éosinophiles. Les éosinophiles, c'est aussi des cellules de l'inflammation et de l'allergie qui peuvent donner, par exemple, dans certains cas rares, des œsophagites. Donc l'œsophage, c'est le tuyau que vous avez là, avec des patients qui vont arriver avec des tableaux d'œsophage complètement rétrécis, où il n'y a plus rien qui passe. D'ailleurs, souvent, ils arrivent par les urgences avec un aliment bloqué. À différencier de la fameuse maladie cœliaque ou intolérance au gluten, d'accord, où on a vraiment une maladie immunitaire contre le gluten qui va se faire au niveau du tube digestif. Au niveau du diagnostic, ça se fait, on a vu tout à l'heure, par les tests cutanés et les prises de sang. Le problème, c'est que vous avez vu que c'est une graminée, ben vous avez un fameux risque de faux positif, en fait. Si vous commencez à tester le blé chez quelqu'un qui n'est pas symptomatique, qui n'a pas de plainte, ce n'est pas une bonne idée, parce que s'il est allergique aux graminées, et on a une flopée de gens allergiques aux graminées aussi dans la région, ben son test il va être positif, puisque le blé, c'est une graminée. D'accord ? Le traitement, ben, c'est ce qu'on fait beaucoup par contre chez l'adulte, notamment tous les troubles digestifs où les patients sont persuadés d'avoir des allergies alimentaires, c'est des évictions, mais pas ad vitam, on arrête 2-3 semaines d'aliments, et puis des réintroductions. D'accord ? Chez l'enfant, il y a la possibilité de faire des protocoles de désensibilisation. Quand vous avez une anaphylaxie à l'effort, donc l'histoire de la personne qui mange un gros plat de pâtes, qui va à la salle de sport et qui boum tombe, on doit interdire l'aliment 4 heures avant et 4 heures après. C'est pas évident. Donc c'est d'ailleurs compliqué parfois de leur donner des guidelines, notamment les grands sportifs. Quand vous n'avez pas du tout de blé dans l'alimentation 4 heures avant, 4 heures après, c'est pas toujours simple. Et l'asthme professionnel, c'est quelque chose qui doit être pris en charge, absolument, d'accord, parce qu'il y a une possibilité de reconnaissance au fond des maladies professionnelles et parce qu'il faut traiter, soigner cet asthme et si possible réorienter le patient quand on y arrive. Au niveau des recombinants, les recombinants, si vous vous souvenez bien, c'est ce qui a été fait par technique génétique. Donc on a l'allergène complet du blé, donc le joli blé tout seul, et puis vous avez pas mal de recombinants. On a notamment une LTP, vous verrez tout à l'heure, je vais vous expliquer ce que c'est une protéine très dangereuse, d'accord. Vous avez des gliadines, notamment l'oméga 5 gliadine, et ici, et puis vous avez aussi des facteurs qui nous permettent de savoir, par exemple chez un enfant, s'il a plus de risques ou pas de rester allergique. L'arachide, je vous en ai parlé beaucoup, c'est parce qu'il fait peur et pas pour rien, d'accord. C'est un réel problème de santé publique. Vous avez vu, il y a plein d'allergènes, d'accord. C'est un allergène alimentaire très fréquent. Ce serait le 3e aliment chez l'enfant et le 6e chez l'adulte, d'accord. Je vous ai rappelé qu'en fonction de comment l'arachide est mangé, la fréquence de l'allergie alimentaire va changer, d'accord. C'est quelque chose qui était clairement en augmentation entre les années 1990 et les années en 2010. Ça s'est un peu stabilisé, notamment chez les adultes. Le problème, c'est que c'est un allergène qui tue. D'accord ? C'est dramatique, mais on a comment ça s'appelle, un groupement de patients qui s'appelle Oasis Allergie, d'accord, où il y a une dame qui s'est énormément investie par rapport à son enfant qui avait une allergie alimentaire à l'arachide, et malheureusement, le gamin est décédé à 19 ans. Or, ils étaient bien prévenus, puisque la maman était vraiment très impliquée. Il y a encore des décès pour l'arachide, notamment chez les ados, qui ont été super protégés par les parents, et puis qui, quand ils arrivent dans la vie réelle, où on va manger au fast-food, au chinois, où on ne sait pas qui a cuisiné quoi, ni dans quelles circonstances, qu'il y a eu dans le wok avant, ou ce que le copain a dans son plat et qu'on goûte quand même, parce qu'on a juste envie d'être comme tout le monde, on a des accidents et on n'a surtout plus envie de se balader avec un épipène, un stylo d'adrénaline dans sa poche pour faire comme si on était malade. Donc, clairement, c'est un des allergènes en tête des réactions sévères. Et le gros souci, c'est que la dose réactogène, donc la dose qui donne l'allergie, elle est minime. Je n'ai pas le temps de vous le présenter aujourd'hui, mais j'avais un joli cas clinique où j'avais une jeune fille qui avait fait un choc anaphylactique à une soirée. En fait, elle avait embrassé son petit ami qui avait mangé des arachides une demi-heure avant. Juste embrassé, elle n'avait pas mangé ses arachides. Donc il faut vraiment des milligrammes pour faire une réaction allergique sévère. La fréquence, malheureusement, alors qu'on éduque les patients que c'est un allergène à déclaration obligatoire, elle continue à augmenter. Donc, comment est-ce qu'on le diagnostique ? On interroge le patient, toujours le même truc. Toujours les tests cutanés en gouttes d'arachide, ça heureusement on a toujours. On fait des tests avec les vrais arachides, d'accord, c'est pas une blague. Et puis on a les recombinants qui nous aident énormément pour l'arachide. Vous voyez qu'ici, on est toujours le rouge, plus c'est rouge foncé, plus c'est méchant, d'accord. Et donc tout ce qui est, par exemple, RH8, c'est la fameuse protéine du boulot, on est moins stressé. Mais quand vous avez un profil de sensibilisation, par exemple pour RH2, RH3, on est beaucoup plus stressé. Donc vous avez beaucoup plus, vous augmentez en fait avec les protéines de stockage le risque d'allergie alimentaire sévère. Le traitement, c'est pas simple parce que c'est une allergie à risque. Il faut absolument une trousse de secours quand on a une vraie allergie avec les protéines de la droite, là, d'accord. Il faut faire une éviction et puis il faut que les enfants soient absolument pris en charge en pédiatrie allergologique le plus tôt possible pour essayer de faire une induction de tolérance. C'est quelque chose qui existe. Il faut éduquer les milieux d'accueil, il faut éduquer l'école, il faut éduquer les instituteurs, les chefs scouts, etc., les parents, les enfants, et puis il faut essayer de les rassurer aussi parce que c'est assez anxiogène. Alors, l'allergie aux fruits, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un des allergènes les plus fréquents chez l'adulte, d'accord ?
Ça varie, on verra, en fonction de la géographie et de l'âge. D'accord, c'est plutôt l'adulte. Et puis si vous habitez dans le sud de l'Europe, vous n'allez pas avoir le même type d'allergie que si vous habitez dans le nord de l'Europe. Je vais vous expliquer qu'il y a 3 grandes familles de protéines. Il y en a plein, des familles de protéines. Mais les plus grandes qui jouent un rôle, c'est la fameuse PR10, c'est la fameuse protéine du boulot. On a discuté tout à l'heure des profilines. Et puis les LTP, je vous ai raconté, ça c'est la méchante. D'accord, clairement, des allergies aux fruits, la plupart du temps, c'est dans des tableaux d'allergie croisés. Et on doit vraiment réfléchir, en fait, c'est pas simple, on doit adapter les choses aux patients en fonction des familles botaniques. Les protéines dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la fameuse PR10, la BET-V1, donc vous vous rappelez, bétulosa, verrucosa, ça c'est le bouleau, d'accord. Like, comme le bouleau, d'accord. C'est un allergène majeur qu'on trouve dans énormément de fruits et surtout des fruits de chez nous. J'explique toujours aux patients que c'est phylogénétique, en fait. Tous les arbres découlent du bouleau, plus ou moins les mêmes fruits que chez nous. C'est présent dans énormément de pollen et d'aliments d'origine végétale. Et c'est l'identité de séquence, donc est-ce qu'ils sont très jumeaux ou pas très jumeaux, qui fait que vous allez réagir, d'accord. Mais ça dépend un peu en fonction de votre allergène. Donc c'est pas parce que votre voisin ou même votre frère réagit à la pomme que vous allez réagir à la pomme. Et vous n'allez pas réagir à toutes les pommes et pas dans toutes les circonstances et en saison pollinique. Donc si c'est la période du boulot, vous risquez peut-être d'avoir plus de réactions. La plupart du temps, ça donne uniquement la bouche qui chatouille, peut-être un petit peu des troubles digestifs. Mais on peut quand même avoir des chocs anaphylactiques, donc des vrais chocs, et j'en ai encore eu, et ça on en a régulièrement en consultation avec le lait de soja. Donc quand on parle de l'industrie alimentaire, en fait ils ont une manière de préparer, vous voyez, les jolis berlingots, la super nature et super santé, de préparer tout ça, je ne sais pas exactement comment ils font, mais ils arrivent à hyper concentrer la fameuse protéine du soja PR10 qui s'appelle GlyM4, et on a des anaphylaxies à répétition. J'ai eu tout à l'heure en consultation un gamin, 17 ans dans la cour de récré, il a fait un choc anaphylactique en goûtant un alpro soja aux bananes, quoi. En goûtant, donc je n'ose pas imaginer s'il avait bu lui-même. Donc, et alors, un autre souci qu'on a beaucoup, c'est tout ce qui est modification au niveau gastrique. En fait, cette protéine-là, la bonne nouvelle, c'est que normalement, c'est une protéine en 3 dimensions. Et quand vous êtes dans votre estomac, il y a de l'acide qui va l'attaquer. Et hop, elle fait ça et votre anticorps ne la reconnaît plus. D'accord. Le problème, c'est que si vous avez des soucis d'estomac, que vous a mis des antiacides, ça peut diminuer la digestion. Mais alors en plus, si on vous a enlevé l'estomac, par exemple, qu'on vous a fait un joli bypass et qu'on a court-circuité tout votre tube digestif, on a eu pas mal de patients avec des chocs anaphylactiques à répétition, avec pas mal de légumes et de fruits, et ça c'est la catastrophe. Parce qu'évidemment, ils sont censés manger des légumes et des fruits pour équilibrer leur régime, et on ne sait pas le faire. Une autre protéine dans le même genre, c'est les profilines. On la retrouve aussi dans énormément de végétaux. Ici, elle est un peu plus résistante à la digestion. Donc par exemple, c'est des patients qui vont décrire avec l'aubergine, avec les parmigiana, etc. Ils vont décrire des symptômes. Au départ, on ne les croit pas vraiment, parce que normalement, quand c'est cuit, par exemple, la première, celle de gauche, la PR10, vous ne supportez pas la pomme, mais la tarte aux pommes de mamie, ça passe super bien, la compote aux pommes de maman aussi. D'accord. Pourquoi? Parce que la protéine, elle est cuite, et son aspect en 3 dimensions qui était reconnu par votre anticorps, ça ne marche plus une fois que c'est cuit. Heureusement. D'accord. Et donc, ces protéines-là, elles résistent un peu plus au niveau digestif, d'accord, et elles donnent les mêmes symptômes que la BET-V1-like sinon. À retenir, et c'est vraiment un problème de santé publique, c'est l'ALTP, d'accord, la protéine de transfert lipidique qu'on a découvert il y a plus ou moins 15 ans, je pense, et qui en fait est un panallergène. Panallergène, ça veut dire qu'on la retrouve partout, d'accord, dans tous les végétaux sauf les légumes racines. Le problème, c'est qu'elle n'est pas dégradée, donc elle n'est pas détruite. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'estomac là, qui détruit les allergènes, ça ne marche pas, et ça ne marche pas non plus quand on la cuit, d'accord. On la retrouve partout, dans les fruits secs, les légumes, les céréales, le riz, le blé, dans le vin, dans les jus de fruits, etc. C'est compliqué quand on a des patients qui ont vraiment une allergie via la LTP parce qu'on ne peut pas leur interdire de tout manger, c'est pas possible, il y en a partout. Donc il faut vraiment faire au cas par cas, et c'est des patients qui ont des trousses de secours et qui doivent prendre des risques parce qu'on ne peut pas leur empêcher de manger tout ce qui est végétaux, sinon c'est juste du poulet et des carottes, quoi. C'est un peu limité. D'accord. Donc on adapte absolument le régime au cas par cas. Le gros souci, en fait, c'est ça, c'est le cannabis. On se rend compte, en fait, dans les études, qu'il y a pas mal de patients, je vous ai dit que par voie inhalée, on a plus de sensibilisation, se sont sensibilisés au cannabis, en fait, par voie inhalée, et vont décrire, en fait, des vraies allergies alimentaires à cause du cannabis. L'allergie aux fruits, c'est un problème complexe. C'est vraiment important d'expliquer aux patients qu'il y a des réactions croisées et faire ce qu'il fait. Et lui expliquer qu'il faut parfois prendre des risques, et en tout cas qu'il doit éviter ce avec quoi il réagit. Il faut éviter les régimes abusifs, et c'est important, je vous rappelle, d'avoir un régime équilibré. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que les fruits et les légumes, ils sont ici, donc on ne peut pas dire aux patients de ne pas manger aucun fruit et légumes. Je vais vous dire quelques mots sur les allergies aux œufs, mais je vous ai déjà dit pas mal de choses. Globalement, c'est quelque chose qu'on trouve chez l'enfant. Il faut retenir que, heureusement, on a quand même un taux de guérison important, et c'est des enfants qui doivent être pris en charge absolument. D'accord. On ne laisse pas des enfants allergiques aux œufs dans la nature sans allergologue. Qu'il y a aussi le tableau et le pronostic, c'est aussi les recombinants qui vont nous aider à évaluer si, en fonction de la protéine et du type de protéine auquel l'enfant
sa prise de sang est positive, on va pouvoir dire si oui ou non on a un grand risque que ça dure dans le temps ou pas. Au niveau de la clinique, des symptômes qu'on va avoir, on va principalement des symptômes IgE-médiés, donc d'allergie rapide immédiate, d'accord, avec de l'asthme, de l'urticaire. On a aussi des asthmes professionnels à l'œuf, ça existe, d'accord. Il y a un syndrome assez particulier de patients qui peuvent en fait être allergiques à l'œuf et à tout ce qui est viande, type dinde, poulet, etc. C'est assez compliqué à expliquer. Et il y a aussi une allergie qui peut être aggravée, voire induite par l'exercice. Et puis le gros problème, c'est que l'œuf peut aussi donner tout ce qui est des pathologies beaucoup plus compliquées à expliquer, notamment d'hypersensibilité retardée, la fameuse inflammation à éosinophile au niveau de l'œsophage et des pathologies au niveau de l'intestin dont on vous parlera tout à l'heure. Juste pour info, vous voyez, c'est pas simple l'allergologie parce qu'en fait, il y a plein d'allergènes. Par exemple, vous avez l'ovomucoïde, si vous avez un profil de sensibilisation, on est vraiment inquiet, par exemple, parce que c'est stable à la chaleur, d'accord, et l'enfant, il va risque de faire des chocs anaphylactiques, même avec de l'œuf cuit. Si par exemple il est sensibilisé à celui-là, d'accord, c'est sensible à la chaleur, l'œuf cuit ça va aller. Par contre, s'il mange une mousse au chocolat avec de l'œuf cru, ça ne va quand même pas aller. Et donc vous avez aussi d'autres choses, par exemple pour l'œuf, le syndrome œuf-oiseau, qui nous permettent de déterminer si oui ou non on est dans ce type de profil de sensibilisation. Et là je vais laisser parler Maud. On va passer à l'allergie au lait maintenant, donc qui est plutôt l'allergie aux protéines de lait de vache qui se rencontre principalement chez les enfants, comme ça a été cité plusieurs fois avant, où de nouveau on est sur des prévalences qui ne sont pas toujours hyper fiables, on va dire, mais on est sur quasiment entre 2 à 6% chez les enfants, et chez l'adulte, en fait, c'est quasiment inexistant, on est à 0,1%, voire 0,5% dans certaines études. Donc c'est vraiment pas majeur du tout chez l'adulte, c'est vraiment un problème chez l'enfant. Par contre, c'est la première allergie à apparaître évidemment chez l'enfant et elle représente quasiment 10% des allergies alimentaires. Il y a plus de 30 protéines allergisantes pour le lait et donc quand on est allergique aux protéines de lait de vache, il faut en fait supprimer tous les aliments qui contiennent potentiellement cette protéine. Donc quand on doit aller lire les listes d'ingrédients, en gros, dès qu'il y a protéines de lait de vache, caséine, lactose, tout ça, il ne faut pas le consommer quand il y a une allergie à la protéine de lait de vache. Chez 75% des enfants, en fait, ils savent tolérer le lait cuit. Donc, tout ce qui est préparation faite avec des gaufres, des biscuits, ils le tolèrent. Et il faut savoir, comme on l'a dit à plusieurs reprises, que dans 90% des cas, à l'âge de 15 ans, elle est guérie, cette allergie. Donc, il y a très peu d'adultes, en fait, qui gardent cette allergie aux protéines de lait de vache. Au niveau des recombinants, pareil, on peut aller chercher des choses un peu plus précises. Il y a juste qu'il y a certains allergènes qui sont, dès que c'est cuit, ça va aller mieux, ça ne sera qu'avec le lait frais. Celle qui est un peu plus embêtante, c'est la caséine, qui va, elle, persister même aussi dans les cuissons. Les symptômes, ils sont vastes et un peu similaires de ce qui a déjà été cité avant. Donc, avec l'allergie aux protéines de lait de vache, on peut parfois avoir juste un syndrome oral. On peut avoir tout ce qui est respiratoire, avec de l'asthme, de la toux, de la rhinite. On a tout ce qui est digestif, avec des diarrhées, parfois des rectoragies, donc c'est-à-dire du sang dans les selles, des vomissements. Chez l'enfant, on a des reflux alimentaires, des retards de croissance, du reflux, parfois même juste de la constipation. Et alors, on a tout ce versant aussi cutané, mais qui est plutôt parfois avec des réactions retardées, donc avec de l'eczéma. Autrement, on a l'urticaire. Et alors, il y a quand même ce risque d'anaphylaxie qui est toujours là aussi avec le lait. Tout ce qui est crustacés et mollusques, donc ça va dépendre, comme on l'a dit, selon les régions en fait, et de la consommation qui est mise culturellement dans certaines populations. En France, on est de l'ordre à 1,5 à 2% chez les adultes. Les allergies, donc des crustacés, c'est plutôt une allergie des adultes et très rarement des enfants. Par contre, elles ne disparaissent pas, celles-là. Donc dans 95% des cas, quand on est allergique aux crustacés, on la garde toute sa vie. Et elle est responsable d'allergies sévères avec régulièrement des chocs anaphylactiques. On peut avoir des allergies croisées en fait dans le cadre des crustacés. Pourquoi ? Parce que tous les invertébrés, donc ce qu'on appelle les arthropodes, qui prend dedans les crustacés. Donc les crustacés, c'est quoi ? C'est les crevettes, le crabe, le homard, toutes ces choses-là. On a les mollusques aussi, donc tout ce qui est moules, huîtres, escargots, s'ils sont repris là-dedans. On a les arachnides avec les acariens, les araignées et les insectes. Ils sont en fait quand même fort similaires dans leurs protéines, dont la tropomyosine, qui est une qu'on s'est recherchée et qui peut donner en fait des allergies croisées. Donc il n'y a pas si longtemps, j'ai trouvé une patiente qui a fait un choc anaphylactique en consommant de la farine de criquet qui avait été mise dans sa gaufre sans le savoir. Elle était allergique aux crustacés et elle a fait un choc anaphylactique dessus. Donc c'est vraiment cette tropomyosine, une protéine qui résiste super bien à la digestion, donc au niveau de l'estomac, qui résiste à la chaleur, donc c'est quelque chose qui pourrait être responsable d'allergies évidemment plus sévères.
L'allergie aux poissons, pareil, la fréquence va varier selon les habitudes alimentaires locales. En Europe, on estime qu'on est de l'ordre de 2%. C'est une allergie qui est plus fréquente chez l'enfant, mais on peut quand même se sensibiliser à l'âge adulte. C'est un des aliments les plus souvent incriminés dans les réactions allergiques. Elle est très souvent IgE-médiée, donc c'est la toute première classe d'allergie sur laquelle on se concentre aujourd'hui. Et les poissons les plus souvent incriminés, c'est le saumon, le thon, la morue. Donc la morue, c'est ce qu'on appelle le cabillaud chez nous. Les symptômes, comme on a dit, c'est dans les quelques minutes à plusieurs heures, mais ça ne dépasse jamais 4 heures. Les symptômes, ils sont, comme on a cité plusieurs fois, on a les symptômes de type vraiment anaphylactique, où on peut avoir des troubles digestifs sévères, parfois de l'urticaire, des gonflements, de l'asthme, des chocs. Il y a une manière de sensibiliser au niveau respiratoire, c'est plutôt dans les industries poissonnières. Au niveau dermatologique, pareil, c'est dans les travailleurs du poisson plutôt. Et on a ce fameux CIPA, donc c'est une allergie retardée qui n'est pas IgE-médiée, qui donne des nausées, des vomissements, des diarrhées plutôt chez l'enfant. Et cette fameuse œsophagite éosinophile, où on reviendra aussi dessus, qui est une réaction retardée, non IgE-médiée. Les allergènes du poisson, on a un recombinant qui est quand même souvent responsable de l'allergie, c'est la parvalbumine. Alors cette parvalbumine, elle est différente si le poisson est cartilagineux ou aux arêtes. Et donc en général, les poissons cartilagineux sont mieux tolérés, mais c'est ceux qu'on consomme quand même un peu moins dans nos régions. Par exemple, le thon en boîte, quand on est sensibilisé à parvalbumine, on le tolère plutôt pas mal. Et les teneurs en parvalbumine sont différentes d'un poisson à l'autre. Donc en général, ça vaut quand même la peine d'aller tester plusieurs poissons. Il y a d'autres allergènes, mais qui sont beaucoup plus rares. Pour le poisson, c'est quand même hyper important de faire un diagnostic différentiel parce que souvent on se dit allergique au poisson alors qu'en fait ce n'est pas une allergie. Il y a l'histaminolibération, donc un peu l'intoxication ou en tout cas la libération d'histamine. Le syndrome Ciguatera, c'est une intoxication mais plutôt dans les poissons tropicaux, donc chez nous ça nous concerne quand même un peu moins. L'allergie à l'anisakis, c'est un parasite en fait qui se retrouve dans les poissons et qui peut donner une réaction IgE-médiée mais en fait qui est liée au parasite et pas au poisson. Et la scromboïdose, c'est une intoxication massive en histamine sur une rupture de la chaîne du froid. Concernant les enfants, je vais rester quand même assez superficielle, on va dire, puisque ce n'est pas trop notre domaine, mais la prévalence chez l'enfant des allergies alimentaires, elle est quasiment de l'ordre de 10%, et pour l'adulte, on est à 2-3%. Donc il y a vraiment quand même, c'est quelque chose de vraiment majoritaire chez l'enfant. Les enfants se sensibilisent souvent avant 4 ans, voire même avant 2 ans. Et l'évolution, elle va dépendre de l'allergène, comme ça a été cité précédemment. Pour l'œuf et le lait de vache, dans 80% des cas, ça va se résoudre à l'âge adulte. Par contre, pour l'arachide, il y a quand même 80% de chances que ça reste quand même là. Donc de nouveau, les fruits plutôt chez l'adulte, l'enfant sera lait de vache, œufs, arachide. Voilà, les allergènes ne sont pas les mêmes selon l'âge. Les symptômes chez l'enfant, donc on a les formes rapides qui sont plutôt celles IgE-médiées, donc comme on a vu avec des réactions au niveau de la peau, des réactions digestives avec des syndromes oraux, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, respiratoires avec de l'asthme, de la rhinite, et alors les manifestations plus sévères avec l'anaphylaxie, des hypotensions et des chocs anaphylactiques. Chez les enfants, on a aussi des formes retardées qui sont plutôt chroniques avec des symptômes plutôt digestifs qui va donner des vomissements, des diarrhées, des choses comme ça qui peut aller jusqu'à la malabsorption, des retards de croissance. Et dans les formes mixtes, c'est plutôt la peau en fait qui va être ciblée avec l'eczéma atopique. Il faut savoir que seulement 35% des enfants qui ont un eczéma ont une allergie alimentaire. Donc il ne faut pas chaque fois tout le temps lier les deux. Et les plus gros responsables de l'eczéma, c'est le lait de vache, l'œuf et le blé. Alors l'évolution, est-ce qu'on peut en guérir? Ça va dépendre de l'âge et de l'aliment en cause, mais donc vous voyez que le lait de vache, souvent en général à l'âge de 5 ans, elle n'est plus là, et en tout cas le taux de rémission à l'adolescence, il est quasiment de 80%. L'œuf, ça rentre souvent dans l'ordre vers l'âge de 6-7 ans, à l'adolescence, 70% de rémission. Pour l'arachide, elle est vraiment rare, et on a un taux de rémission plus ou moins de 20%, donc c'est souvent une allergie persistante. Chez l'enfant, la manière de tester est la même que chez l'adulte. Donc, on a les tests cutanés, soit avec les extraits ou en natif, donc avec l'aliment lui-même. On a le test sanguin et puis alors le test de provocation qui est vraiment le gold standard pour la fin. Comment est-ce qu'on prend en charge? Ça va être la même chose que chez l'adulte avec une trousse d'urgence où on met une adrénaline auto-injectable, un antihistaminique et parfois du Ventolin. Donc, c'est un inhalateur pour réouvrir les bronches. On enlève l'aliment, évidemment problématique. Il faut vraiment une éducation thérapeutique qui est vraiment hyper importante chez l'enfant, comme on a dit, l'entourage, l'école, tous les milieux extrascolaires. Et chez l'enfant, vraiment l'immunothérapie allergénique orale aux aliments, donc c'est-à-dire la désensibilisation, vraiment le fait d'essayer de les guérir de leur allergie, c'est vraiment super important.
Je vous passe le omalizumab, c'est une biothérapie qui nous aide parfois, mais ce n'est vraiment pas d'actualité ici. Alors, il y a vraiment quelque chose qui a été fait pour les enfants, c'est le projet d'accueil individualisé, donc c'est le PAI. Quand un enfant souffre d'une allergie alimentaire, il faut vraiment en informer en fait, tout son entourage, donc toutes les structures d'accueil, l'école, la crèche. Et donc, l'ONE a fait pour chez nous, mais il y en a en France, tout le monde peut faire ces fameux PAI, qui permet d'encadrer en fait, la gestion de l'allergie. C'est un document précis qui donne les consignes à suivre, quels aliments ne peuvent pas être mangés, de mettre le traitement, de dire quand est-ce qu'il faut l'utiliser, etc. Donc ici, je vous ai mis la fiche type de l'ONE pour un PAI, pour un enfant en Belgique. Alors, le traitement et la prise en charge des allergies alimentaires, on va juste un tout petit peu se repencher sur l'anaphylaxie, puisque c'est quand même la réaction systémique d'hypersensibilité la plus sévère et qui est potentiellement mortelle. Donc c'est vraiment celle-là qu'il faut essayer de prévenir. Elle peut être IgE-médiée, comme on a cité plusieurs fois, non IgE-médiée, idiopathique induite par l'effort, mais on ne va pas rentrer dans le détail là-dedans. Et vraiment l'importance des cofacteurs, qu'on va revenir dessus, qui peuvent quand même aggraver les réactions de plus de 20%. Donc dans ces fameux mécanismes, vous voyez les IgE-médiés, il y en a tout un tas d'autres. Les éliciteurs, donc c'est-à-dire ceux qui vont donner les réactions anaphylactiques, c'est ceux qu'on a déjà cités plusieurs fois. Donc il y a tout ce qui est fruits à coque, donc avec les noix, les noisettes, on a la cacahuète, on a les crustacés, le lait, les œufs. Ça c'est tout confondu évidemment, adultes et enfants. Pour l'adulte, les anaphylaxies fatales liées aux aliments, c'est vraiment les crustacés et les fruits à coque, plus l'arachide. Et chez l'enfant, on peut avoir le lait parce qu'il y a souvent aussi un retard d'administration de l'adrénaline. Tout ça va de nouveau dépendre des zones géographiques pour vraiment les allergènes majeurs. L'anaphylaxie, donc, il faut savoir qu'elle touche quasiment une personne sur 300 en Europe, que le nombre d'admissions pour des chocs anaphylactiques il a augmenté de 615% en 20 ans. Alors je pense qu'il n'y a pas juste que le fait que les allergies aient augmenté, c'est probablement mieux diagnostiqué qu'avant, dû au fait que ce chiffre augmente si fort. Comment est-ce qu'on arrive à diagnostiquer une anaphylaxie? Donc il faut une apparition aiguë d'une maladie avec une atteinte simultanée des peaux, des muqueuses. Alors ce n'est pas toujours obligatoire, avec associé une atteinte respiratoire, une baisse de la tension, une hypotension, des syncopes, des choses comme ça, des symptômes gastro-intestinaux sévères. Ou alors, on peut avoir l'apparition d'une hypotension ou d'un bronchospasme après le contact avec un allergène connu, sans symptômes cutanés. Donc ici, ça redonne la même chose, c'est des symptômes cutanés qui donnent soit une atteinte respiratoire, soit une atteinte circulatoire avec une hypotension, ou des symptômes gastro-intestinaux sévères. L'autre, chez l'enfant, c'est parfois chez le nourrisson très difficile à diagnostiquer, et chez l'adulte, donc c'est des hypotensions, des bronchospasmes après un contact avec un allergène. L'anaphylaxie a plusieurs classifications, il n'y a pas vraiment de choses qui ont été retenues. Celle-ci, c'est un exemple. En gros, c'est pour grader l'intensité et la sévérité de la réaction. Les cofacteurs, donc les plus fréquents, c'est vraiment l'exercice physique, l'alcool, les anti-inflammatoires, donc comme ça a été dit, tout ce qui est ibuprofène, Voltaren, diclofénac, toutes ces choses-là. Une infection et parfois certains médicaments, même si ça devient parfois des indications un peu plus relatives, avec des traitements cardiaques. Donc les IEC, c'est des antihypertenseurs, des bêta-bloquants. Les IPP, donc c'est le pentomètre, c'est toutes les choses qu'on utilise pour l'estomac, le Nexium, des choses comme ça. Et les choses plus rares, mais qu'on voit quand même de plus en plus souvent, par exemple, c'est les chirurgies bariatriques. Comme on l'a dit, ça a bypassé l'estomac, donc on perd cette digestion et ça peut vraiment donner des symptômes beaucoup plus sévères. Donc vraiment, tout ce qui est facteurs, cofacteurs, les facteurs, la personne âgée, la femme enceinte, le bébé, l'adolescent, on sait que c'est des facteurs qui aggravent les réactions. S'il y a des pathologies sous-jacentes, donc quelqu'un qui a un problème d'asthme déjà, des problèmes cardiovasculaires, les réactions risquent d'être plus sévères aussi. La prise d'alcool ou de certains médicaments, et alors, comme on l'a dit, l'effort, l'infection ou d'autres choses. Ici, je vous ai juste remis ce schéma pour vous montrer quand même la rapidité dans laquelle le choc anaphylactique peut s'installer. Donc pour l'alimentaire, on me laisse quand même souvent un quart d'heure, une demi-heure, mais on peut avoir des symptômes sévères qui apparaissent même pas après 30 minutes et on peut mourir en 1h30 d'un choc anaphylactique. Donc il faut quand même réagir assez vite. Quel groupe on va prendre en charge d'anaphylaxie? Donc c'est ceux qui ont des antécédents d'anaphylaxie, si on a de l'asthme avec une allergie alimentaire, si l'allergène est connu pour donner des réactions plus sévères chez l'adolescent, parce que comme on l'a dit, c'est embêtant de se promener avec un épipène, de prendre les choses en place, donc c'est vraiment des profils à risque de faire des réactions plus sévères. Le reste, c'est des traitements et d'autres choses. Qu'est-ce qu'on va prescrire? La trousse de secours, c'est l'adrénaline auto-injectable, donc on a le Jex, l'épipène les plus fréquents chez nous, un antihistaminique.
On peut quand même mettre un corticoïde avec du Medrol dedans, mais ce n'est vraiment pas la première ligne qu'on utilise, et du Ventolin parfois pour un peu aider à lever le bronchospasme, mais vraiment les deux indispensables, c'est l'antihistaminique et l'adrénaline auto-injectable. Ici, je vous ai remis le schéma qu'on donne à nos patients à chaque fois qu'on leur prescrit une adrénaline auto-injectable et on leur explique en fait comment l'utiliser. Donc l'idée, si j'ai mangé l'allergène par inadvertance, que j'ai juste la bouche qui pique, qui gratte, un peu les lèvres qui ont gonflé, que j'ai quelques petites plaques rouges, mais ça en plus, que j'ai un petit peu mal au ventre, en fait, là, je prends un antihistaminique et les choses rentrent en général dans l'ordre. Par contre, si j'ai une voix qui change, que si j'ai difficile à parler, que j'ai du mal à respirer, que j'ai super mal au ventre, que je vomis, que j'ai les mains, les pieds qui grattent, on a dit que c'était un peu plus typique et qu'on sent qu'on va faire un malaise, là évidemment c'est une indication d'adrénaline auto-injectable. Elle se fait toujours dans le quadriceps en antérieur, on ne le fait jamais ailleurs et ça peut passer à travers les vêtements. Donc on ne commence pas à déshabiller les gens si jamais il faut une fois le faire à quelqu'un. Donc ici, je vous rappelle juste que c'est vraiment la première ligne. Trop souvent, on va donner du Medrol ou des corticoïdes pour traiter des anaphylaxies et on risque vraiment de provoquer des réactions plus sévères chez les gens, puisque ce n'est pas le traitement de l'anaphylaxie. Donc l'adrénaline, on la prescrit à tous ceux qui ont des antécédents d'anaphylaxie induites par l'effort, idiopathiques et chez les allergies alimentaires avec de l'asthme. Voilà, il y a parfois aussi des indications relatives, on fait un peu au cas par cas et selon aussi l'anxiété des gens. L'autre traitement, enfin le traitement en tout cas de l'allergie alimentaire, c'est l'immunothérapie allergénique orale. Donc c'est quoi? C'est la désensibilisation. Le but, c'est d'induire d'une tolérance immunitaire par l'administration de doses croissantes de l'allergène. Donc on donne de manière répétée l'allergène à dose progressive pendant plusieurs mois, années, parfois même à vie. Et c'est le seul traitement causal de l'allergie alimentaire. Elle a pour but de diminuer les symptômes, d'augmenter le seuil réactogène et d'améliorer la qualité de vie. Pour pouvoir faire ça, il faut qu'on soit face vraiment à une allergie IgE-médiée et qui est invalidante pour le patient. Il y a des contre-indications, si on a un asthme sévère, une grossesse, une immunosuppression, enfin voilà. Donc, ça a du sens que dans les allergies alimentaires persistantes, quand on a un risque de réaction sévère, et ça doit vraiment être fait dans des équipes qui ont l'habitude, de manière encadrée, ça ne peut vraiment pas se faire partout. Elle a vraiment beaucoup de sens en fait chez l'enfant, comme on vous a dit, avec le lait de vache, l'arachide et l'œuf, il y a vraiment des protocoles standardisés où on leur donne des doses progressives pour vraiment guérir ces allergies alimentaires. Chez l'adulte, honnêtement, c'est des centres d'experts, c'est en cours d'études, ce n'est vraiment pas fait régulièrement, sauf exception, la pomme, donc qui a été expliquée tantôt avec cette fameuse PR10 qui donne juste un syndrome oral. Donc là, c'est des choses qu'on fait de manière très habituelle et régulière, mais pour le reste, très honnêtement, c'est des choses où on n'est pas très à l'aise, on ne maîtrise pas toujours les réactions qu'il va avoir derrière, en tout cas chez l'adulte. Donc, en tout cas, quand on arrive à la faire, la désensibilisation, elle est efficace chez 60 à 90% des gens selon l'âge et l'aliment. Par contre, la tolérance, elle est plus limitée. Les 30%, c'est plutôt chez l'adulte et les 70%, c'est plutôt chez l'enfant. Donc vraiment, il faut des gens qui aient une bonne adhésion, qui soient prêts à faire les choses correctement, qui sont surveillés. Et il faut que les réactions allergiques soient limitées quand on donne cette désensibilisation. Donc, le diagnostic référentiel des réactions alimentaires, donc on a une réaction alimentaire indésirable. Il y a deux manières de réagir, entre guillemets. Il y a la manière immunologique, avec tout ce qui est IgE-médié, sur lequel on s'est vraiment attardé jusque maintenant. Il y a les non-IgE-médiés, donc plutôt les réactions retardées, avec les maladies CEIPA sur lesquelles on va revenir. On a la maladie cœliaque, et on a un mixte un peu entre les deux, où on a par exemple les œsophagites et eosinophiles. On a tout l'autre penchant non immunologique, donc il y a tout ce qui est toxique, donc vraiment d'intoxication alimentaire. On a pharmacologique avec l'histaminolibération, les sensibilités à l'histamine. On a tout ce qui est bétabolique avec la tolérance au lactose, au fructose. Psychologique. Et alors, on a des mécanismes inconnus avec cette fameuse intolérance au gluten qui est un petit peu en train de devenir à la mode, on va dire, pour le moment. Donc la tolérance au lactose, c'est quoi? Je vous donne juste quelques petites définitions, on va dire. Donc le lactose, c'est le sucre du lait qui se trouve en concentration le plus élevée, c'est dans le lait pur, on va dire. La lactase, donc c'est l'enzyme, donc c'est ce qui permet de digérer en fait ce sucre qui se trouve au niveau de notre tube digestif. On peut manquer de cette enzyme, donc on a une carence et ça donne au final une malabsorption de ce lactose. Et quand ce lactose est mal absorbé, en fait, on peut avoir une intolérance. Donc l'intolérance, c'est la malabsorption qui donne des symptômes gastro-intestinaux.
Donc, la tolérance au lactose, ce n'est pas une allergie, c'est vraiment une perte de l'enzyme de digestion du lait. C'est principalement avec le lait en boisson qu'elle donne des symptômes, mais bon, l'intensité peut être variable et se modifier dans le temps. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir des symptômes digestifs, donc des douleurs abdominales, des ballonnements, des flatulences, des diarrhées, des gargouillis, très rarement des nausées et des vomissements. En gros, c'est de la qualité de vie, c'est de l'inconfort digestif, mais on ne va pas mourir de son intolérance au lactose. La manière de le diagnostiquer, on a le test d'intolérance au lactose qui est fait chez les gastroentérologues, où on vous fait absorber du lactose et on voit la réponse si vous le digérez correctement. L'autre manière, on peut faire un test de provocation comme on le fait pour les allergies, pour voir si on a vraiment les symptômes selon les doses aussi et voir un peu un seuil de tolérance. Donc en gros, on peut faire des évictions du lactose, on peut évidemment aller chez une diététicienne pour un petit peu se faire conseiller. Alors il faut savoir que ça a un effet un peu dose dépendant. Donc il y a certains aliments qui sont plus riches en lactose que d'autres qu'on va mieux tolérer. Par exemple, le yaourt est un peu moins riche en lactose. Il existe aussi toutes ces nouveautés de produits sans lactose qu'on peut retrouver en magasin, qui sont en général très bien tolérés. Il existe aussi des bêta-galactosidases. Donc en gros, c'est des enzymes qui sont mis dans des petits comprimés qu'on peut prendre par la bouche pour essayer de digérer le lactose. Et ça permet, des fois, quand on est à l'extérieur et qu'on n'a quand même pas envie de se mettre trop de restrictions, on prend ces petites enzymes-là et en général, on digérera beaucoup mieux le lactose. Alors, les food maps, c'est quoi? C'est, en guillemets, les sucres. Donc, ce sont tout ce qui est des oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides. Donc, c'est des glucides à chaîne courte qui sont en fait pas très bien digérés au niveau de notre tube digestif. Donc, par des phénomènes d'osmose, donc en gros, ils vont attirer l'eau dans le tube digestif, ça va fermenter par les bactéries, ça va donner quoi? Un peu comme pour le lactose, des inconforts digestifs, avec des douleurs abdominales, des gaz. Alors, il y a des régimes faibles en food map qui sont proposés, surtout dans des contextes d'intestin irritable. Très honnêtement, ces régimes sont quand même fort discutés. On peut essayer des évictions de 4 à 6 semaines, mais il faut quand même essayer des réintroductions pour éviter quand même des carences alimentaires, parce qu'ici, je vous ai mis de manière non exhaustive un listing d'aliments riches en food map. Vous voyez que c'est toute cette colonne-là. Alors dedans, dans les fruits, on a la pomme, la mangue. Dans les légumes, il y a une vingtaine de légumes. On a les légumineuses, les céréales, les noix, enfin le fromage. Donc en gros, c'est hyper vaste. Si on doit arrêter de consommer ces aliments-là, on ne mange plus grand-chose non plus. Le SEIPA, donc c'est ce syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires. Donc c'est quand même une forme d'allergie alimentaire, mais qui n'est pas IgE médiée, qui peut être un peu plus retardée, c'est-à-dire que les symptômes apparaissent souvent dans les 2 à 4 heures. Et ça se caractérise par quoi? Par des vomissements répétitifs, des diarrhées, avec chez l'enfant parfois aussi des retards de croissance. Il faut savoir que chez l'enfant, on peut aller vraiment jusqu'à des déshydratations sévères sur les nausées, enfin sur les vomissements et les diarrhées. Nos tests allergiques, donc les prick tests, donc les tests cutanés, les tests dans les prises de sang, etc., ne servent à rien là-dedans, puisque ce n'est pas IgE médié, ça ne va pas nous aider. La prévalence, la physiopathologie, elle n'est pas encore parfaitement connue. Les régimes d'éviction, ça fonctionne super bien, évidemment, ça améliore les symptômes. Et vraiment, le test de provocation, c'est ce qui nous aide au diagnostic pour cette pathologie-là. L'œsophagite éosinophile, c'est de nouveau aussi une sorte d'allergie, mais non IgE médiée. C'est une maladie inflammatoire chronique de l'œsophage qui est causée par une accumulation d'une cellule du sang, donc les éosinophiles, qui donnent vraiment de l'inflammation. Donc c'est une composante allergique non IgE médiée. Et de nouveau, le bilan allergique traditionnel, il ne sert à rien. Il ne va pas nous aider là-dedans. Les symptômes, c'est des gens qui ont vraiment des grosses difficultés à avaler, des douleurs, des vomissements, des sensations de blocage, parce que l'estomac, l'œsophage, a son calibre qui diminue de plus en plus lié à cette inflammation. Le diagnostic, il se fait par endoscopie, donc par gastroscopie. Donc c'est le gastro-entérologue qui va aller faire des biopsies dans l'œsophage pour donner le diagnostic. Et là, il y a quand même des aliments qui sont souvent incriminés, responsables de ça. On a le lait, le soja, l'œuf, le blé, les fruits à coque, les poissons et les fruits de mer. Le traitement de tout ça, c'est les IPP, donc c'est le Pentomède, tout ce qui est un petit peu contre l'acidité. On a des corticostéroïdes, donc c'est comme du Medrol, mais qu'on fait boire en gel ou en gélule aux gens, ou alors on a des régimes d'éviction. On doit essayer d'enlever tous les aliments. Idéalement, il faudrait refaire des gastroscopies après. C'est quand même dans la pratique pas toujours facile. Donc c'est vraiment chez ceux qui ne répondent pas aux 2 premières lignes de traitement, on essaye de régime d'éviction avec les aliments les plus souvent incriminés. Alors, on a ce principe d'histaminolibération. Donc, c'est de la libération d'histamine. Donc, l'histamine, c'est vraiment ce marqueur qui est libéré parfois les cellules de l'allergie.
qui peut parfois être libéré sans raison, sans réaction allergique, on va dire. Ça donne plutôt du prurite, donc des chatouillements, de l'urticaire, des grosses plaques. Ça arrive plusieurs heures après la gestion, il n'y a aucun signe de gravité associé, ça se résout tout seul. C'est dose dépendant et ça peut être variable d'un patient à l'autre. Il y a des gens plus sensibles que d'autres à cette libération d'histamine. Et alors, il y a des aliments qui favorisent cette histaminolibération. On a vraiment tout ce qui est charcuterie, fromage à pâte dure, les poissons et les crustacés, certains fruits, l'alcool, le chocolat ou le cacao. Ça, c'est souvent un truc qui amène à vraiment un surdiagnostic d'allergie alimentaire alors que c'est simplement une histaminolibération. Alors, c'est un truc aussi quand même un peu à la mode où les gens se disent très sensibles à l'histamine. Alors, il y a des listes qui ont été faites. Celle-ci est une liste quand même pas mal faite. C'est la liste SIGI qui a été faite en Allemagne, qui liste quand même une grosse majorité des aliments et qui les ont classés de 0 à 3 pour savoir leur profil à pouvoir donner de l'histaminolibération. Donc, en général, chez les gens qui sont sensibles, on peut proposer d'essayer une éviction, par exemple, des aliments 3, donc qui libèrent vraiment beaucoup d'histamine. Maintenant, de nouveau, on n'arrête pas de consommer tout parce qu'alors, on va se retrouver avec des carences et on ne mange plus rien. Alors, pour les pathologies liées au gluten, donc, comme ça a été cité tantôt, il y a l'allergie vraie au blé, mais qui est quand même relativement rare. On a un autre mécanisme immunitaire qui a une maladie auto-immune, qui est la maladie cœliaque. Et on a vraiment l'autre penchant non auto-immune, non allergique, qui est la sensibilité au gluten. Je vous rappelle juste que le gluten, donc, elle fait partie du blé. C'est une protéine de stockage du blé, donc c'est vraiment de nouveau une petite partie du blé. La maladie cœliaque, la prévalence est 1 à 3% dans la population. Le diagnostic, il se fait surtout avec la clinique, donc avec ce que le patient va nous rapporter. Il y a des auto-anticorps qu'on peut doser dans une prise de sang qui sont très généralement augmentés et c'est surtout de nouveau avec la gastroscopie donc, qu'on va aller faire des biopsies et qu'on va aller voir et qu'on va voir qu'il y a des atrophies au niveau de villositaire un petit peu plus bas que l'estomac dans le duodénum. Voilà, il y a des lymphocytes, donc vraiment des cellules de l'inflammation et immunitaire qui sont là de manière plus présente. Le traitement, c'est le régime sans gluten. Il n'y a pas d'autre solution à celui-là et c'est un régime strict sans gluten à vie, donc c'est quand même hyper invalidant. On a plusieurs formes. Il y a une forme classique qui apparaît souvent chez les jeunes enfants avec des gros symptômes gastro-intestinaux, de la diarrhée, de nouveau des retards de croissance, des pertes pondérales. Il y a la forme atypique qui, elle, va donner en fait plus des manifestations extra-intestinales. Il y a des petits symptômes digestifs qui sont là à bas bruit, mais ça peut donner des aphthoses, des altérations des tests hépatiques, des retards pubertaires, des petites tailles, des troubles de la fertilité. Voilà, ça peut donner vraiment un tableau un petit peu différent jusque d'une forme digestive. L'intolérance au gluten, donc qui n'est ni auto-immune ni allergique, donc c'est des manifestations cliniques précipitées par l'ingestion du gluten. C'est un diagnostic d'exclusion. Donc en gros, il faut avoir exclu la maladie cœliaque, il faut avoir fait tous les tests allergiques pour le blé pour se dire qu'on est peut-être dans cette entité-là. La prévalence, elle n'est pas bien connue. La pathogenèse, elle est encore moins connue. Les manifestations cliniques, elles sont digestives et parfois extra-digestives décrites par le patient. Elles peuvent arriver quelques heures, même parfois après quelques jours après la consommation du gluten. On a des symptômes qui sont quand même fort similaires au côlon irritable et parfois c'est même difficile de faire un peu la part des choses. Et des symptômes extra-digestifs avec des douleurs musculaires, des fatigues chroniques, parfois un petit peu de prurite, donc ça chatouille, etc. Donc vraiment, c'est un diagnostic d'exclusion. On peut parfois aller jusqu'au test de provocation pour voir si on est dans cette entité-là. Alors ce qui est proposé, c'est un régime d'éviction, mais de nouveau, ici, il n'y a pas de risque pour sa vie, c'est de l'inconfort. Il faut quand même mesurer vraiment l'éviction qu'on va faire, éviter les carences, et c'est quand même très impactant dans sa vie de tous les jours. Il y a l'intolérance aux sulfites qui est quand même présente chez 4 à 8% des sujets asthmatiques. Alors les sulfites, ils sont présents de manière naturelle dans les aliments, mais ils sont aussi parfois bien ajoutés par les industries parce que ça a des propriétés antioxydantes et antimicrobiennes. La physiopathologie, elle est de nouveau pas super bien connue. Les réactions, elles sont souvent dose dépendantes et les manifestations, elles arrivent quand même très très vite après l'ingestion. C'est vraiment quelques minutes. On peut avoir de l'asthme, le nez qui coule, on peut avoir de l'urticaire, parfois des chocs anaphylactiques, mais c'est quand même plutôt rare. Le diagnostic, on l'a vraiment souvent par l'anamnèse, donc par l'interrogation du patient. Les tests cutanés sont vraiment pas très utiles et en fait, vraiment, ce qui va nous donner le diagnostic, c'est de nouveau le test de provocation orale où on donne des doses de sulfite très progressives aux patients. On obtient aussi leur seuil réactogène puisque c'est dose dépendant et on voit si vraiment il se passe quelque chose quand on leur donne des sulfites purs. La consommation journalière, on estime qu'on consomme quand même 20 mg de sulfite en France, mais bon, on a quand même l'alimentation fort similaire ici chez nous.
Le vin et la bière, c'est quand même des boissons qui contiennent pas mal de sulfites et qui augmentent très vite la consommation des sulfites. Il y a aussi d'autres aliments comme les fruits secs, les poissons, la moutarde, etc., qui sont riches en sulfites.